et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans cette autre édition de la Nuit du Sport. Nous sommes évidemment mercredi 11 juin et comme en 2023, l'étape de Douala du Tour cycliste international du Cameroun a été annulée ce mercredi. La dégradation de la chaussée est à l'origine de cette décision prise par l'Union cycliste internationale UCI après une concertation avec les coureurs qui revenaient alors du tour de reconnaissance du parcours. Pas de départ réel donc de la petite reine ici à Douala ce matin. Et malgré les 5 tours de prestige offerts par les cyclistes en compensation, les spectateurs présents au départ de cette course à Aqua ce matin n'ont pas caché leur mécontentement. Que s'est-il réellement passé? Que risque le Cameroun sur le plan international après l'annulation de la 7e étape à Douala? La 8e étape Douala-Kribi, longue de 163,1 km prévue demain, aura-t-elle lieu? Les responsables de la Fédération camerounaise de cyclisme s'interrogent, comme vous allez le constater dans le document que nous allons vous proposer de suivre en deuxième partie de ce magazine consacré comme d'habitude à la pause, au débat. Et ce sera juste après la pause actu qui va nous permettre de parler de judo, du premier sacre de la Colombe du Sud, des playoffs qui démarrent demain entre autres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Nos invités ce soir, Maître Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste sport, est avec nous. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Spectrum TV. Ici, très content de partager le plateau pour une première fois avec le coach Mabouka. Je pense que... vous me laissez quand même présenter les invités, Maître. J'exprime au moins ma joie avant de vous laisser présenter vos invités. Et je pense que le débat, le plateau sera positif à 100% jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Tchadja Fumba, ancien manager de club, il a plusieurs casquettes et il est avec nous ce soir. Bonsoir Tchadja. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi d'être là cette nuit et un bonsoir particulier à tous les habitants de l'arrondissement de Bassamba qui a quand même fait naître beaucoup d'anciens lions indomptables. Donc il faut rendre hommage aux gens quand ils sont vivants. Donc c'est un arrondissement qui a fourni beaucoup de lions indomptables. Donc bonsoir à toutes ces populations de cet arrondissement. Voilà, je crois que c'est Adonis Yamen qui doit être aussi content. NS Mabouka, entraîneur des gardiens de but, il est avec nous. On le retrouve avec beaucoup de plaisir. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui... Ça fait donc bon lurette qu'ils ne m'ont pas vu à STV. Mais c'est pas parce que j'avais un problème. Parce qu'il fallait un peu me retirer un peu, mais je suis là. Je crois que je serai à la hauteur de ce grand débat. Comme d'habitude. Jean-Baptiste Biaye, le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme, est normalement attendu sur ce plateau. On espère l'avoir avant la fin de cette émission. On va donc démarrer par la pause actu et c'est par le judo que nous allons donc commencer. Faute de visa, l'équipe nationale de judo du Cameroun ne va plus participer au championnat du monde qui démarre dès ce vendredi du côté de la Hongrie et le stage actuel des athlètes est donc consacré du côté de Yaoundé à la préparation de l'Open africaine de Pretoria. On voit tout ça dans le reportage qui va suivre. L'équipe nationale de judo ne participera plus au championnat du monde de cette discipline prévu du 13 au 20 juin prochain à Bucarest en Hongrie. Et pour cause, le refus de la délivrance de visa aux athlètes retenus pour cette expédition est à l'origine de cette rénonciation. Seuls les encadreurs techniques et les administrateurs ont obtenu le visa, mais pas les athlètes, affirment les responsables de la Fédération camerounaise de judo que nous avons contactés. En lieu et place de cette compétition, les judokas camerounais sont actuellement en stage préparatoire de l'Open de Pretoria. Stage qui se déroule dans cette salle de Panthers Club de Yaoundé avec les différentes catégories. Ce que nous pouvons dire rendu à ce jour, que le moral est au beau fixe. Nous travaillons depuis le début de l'année
Nous avons eu des compétitions au niveau national, de même qu'au niveau international. Donc, nous nous préparons bien. Nous n'avons d'ailleurs cessé de le faire. Nous avons pratiquement toutes les catégories, parce qu'en judo, on en a 14. Et nous préparons les 14. Il est bien vrai que nous n'amènerons pas les 14 athlètes. Nous amènerons les meilleurs. Actuellement, nous avons une quarantaine d'athlètes sur le pipe, sur le tatami actuellement, parce que vous savez, la cible chez nous, c'est beaucoup plus des élèves et des étudiants qui sont déjà pour la plupart en vacances. Donc, nous avons convoqué une quarantaine et présentement sur le tapis, nous avons une trentaine. Et nous pensons que jusqu'ici, tout se passe bien et que ce ne sont que les meilleurs qui prendront part à cette échéance internationale. Donner le meilleur de soi, c'est d'ailleurs l'objectif de ces athlètes qui visent la médaille d'or à Pretoria. Bon, en tant qu'athlète, la préparation dans l'ensemble est bonne. Nos entraîneurs nous donnent ce qu'il faut pour aller à la performance. Et je pense que l'équipe a un bon état d'esprit et chacun s'aide afin que tout le monde puisse aller à la performance. Au niveau individuel, je me donne déjà comme challenge d'aller chercher la meilleure performance. En allant en compétition, on va tout chercher la médaille d'or. Et c'est souvent pas assez évident parce que tout athlète vient préparer, mais il faut se battre, se donner à fond. C'est la volonté de se surpasser, d'y croire, qui fait en sorte que nous puissions faire de bonnes performances. La préparation est plutôt bonne, il y a un bon état d'esprit dans toute l'équipe. Tout le monde se porte bien, pour le moment, pas de nouveau. Tout le monde a envie, tout le monde se donne à fond. Et ce que je peux promettre, c'est donner le meilleur de moi-même. Donner le meilleur de moi-même pour avoir la première place. Parce que vous savez, quand on passe, c'est pas pour être deuxième ou troisième. Tout le monde vise le Saint Graal, qui est la médaille d'or. Et je vais faire tout ce qui est à mon possible pour l'avoir. L'Open africain de judo de Pretoria en Afrique du Sud se déroule les 26 et 27 juin 2025. 12 pays au total sont attendus à ce tournoi. Voilà un peu pour ce qui est de la préparation de l'équipe nationale de judo. On a écouté l'entraîneur Maître Donat Gobatan parler d'une quarantaine d'athlètes convoqués, une trentaine sur le tatami actuellement et seuls les meilleurs vont donc aller du côté de Pretoria en Afrique du Sud pour participer à l'Open africain. Mais avant ça quand même, Tchadja Femba, championnat du monde, ça démarre ce vendredi du côté de Bucarest. Évidemment, le Cameroun, c'est une compétition qui fait partie des compétitions retenues par le Cameroun cette année dans le cadre du calendrier international. Mais là, on apprend le visa aux encadreurs, aux administrateurs, mais pas aux athlètes. Du coup, on n'ira pas à ces championnats du monde quand même. Oui, il faudrait quand même là convoquer les compétitions précédentes parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fugues au niveau des compétitions d'arts martiaux, que ce soit les bodybuilding, que ce soit la haltérophilie, que ce soit le karaté, que ce soit le judo. Donc il y a beaucoup d'athlètes, quand ils arrivent, ils ne retournent pas au pays, ils prennent des directions. Donc ça fait en sorte que beaucoup de pays et beaucoup d'ambassades sont devenus très méticuleux et assez prudents. Mais maintenant, il faudrait engager plutôt la diplomatie entre les États. Donc c'est au gouvernement, au ministère de rassurer le pays qui va recevoir les athlètes pour la compétition que ces athlètes vont aller pour la compétition et revenir. Donc on a manqué un peu de diplomatie, on a manqué un peu de feeling au niveau de l'administration pour ce genre de compétition. C'est pas évident. Une Coupe du Monde, ça se joue pas, ça se dispute pas tous les temps. Et lorsqu'on a l'occasion d'y participer, il faudrait quand même honorer ces athlètes parce qu'arriver à ce niveau, se qualifier pour ces compétitions, ça veut dire qu'on a bravé beaucoup d'étapes et au final ne pas participer, c'est des médailles qu'on pourrait perdre. Alors c'est l'émulsion de cette discipline qui va prendre un coup et c'est des athlètes qui peuvent prendre un coup et c'est des familles qui vont souffrir. Donc une fois de plus, on a péché par une mauvaise organisation, une mauvaise... La faute au Cameroun, si je vous comprends bien. Oui, mais c'est la faute au Cameroun, puisque
lorsque vous demandez bien un visa, on va vous donner le visa. Si on ne vous donne pas, ça veut dire que vous n'avez pas bien demandé. Et bien demander, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut fournir, il y a un certain nombre de garanties. Et si le pays qui va vous recevoir n'est pas sûr que les athlètes qui partent vont revenir, ça devient compliqué. Vous savez, avec la crise économique que beaucoup de pays mondiaux sont en train de subir, on est en train de resserrer davantage l'entrée dans beaucoup de pays occidentaux. Donc, toute compétition sont dans des mesures assez strictes, ces genres d'événements pour octroyer un visa. Donc la faute vraiment à l'administration camerounaise qui n'a pas su bien manager, parce qu'on ne comprend pas comment on donne aux encadreurs, on ne donne pas aux athlètes. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Mais aussi, les athlètes aussi, il ne faudrait pas aussi dédouaner les athlètes qui ont quand même aussi des passés assez obscurs, parce qu'on ne va pas rentrer sur les doubles identités, on ne va pas entrer sur certains... Vous généralisez un peu la situation. Oui, parce qu'on ne va pas aussi entrer sur des gens peut-être qui ont eu à frauder sur leur identité, et auparavant qui ont eu à introduire des demandes de visa dans ces pays. Et lorsque vous revenez avec les mêmes paramètres physiologiques et l'identité change, ce n'est pas évident d'avoir le visa. Donc, il y a d'abord les athlètes qu'il faudrait qu'on essaie de soigner notre image en termes de notre filiation, que notre filiation ne doit pas varier en fonction des temps et des compétitions. Et ensuite, l'administration devait prendre sur elle, l'administration camerounaise, le ministère et la tutelle de cette discipline devait prendre sur elle du judo. Fait qu'à judo et le ministère devaient prendre sur elle, voire même le ministère des Relations extérieures prendre sur elle de faciliter l'obtention de visas pour ces athlètes, pour que enfin l'image du Cameroun puisse rayonner aussi. Hein. Parce que les judo, à un moment, on a vu le judo camerounais nous fait plaisir. On a vu d'autres compétitions. Il n'y a pas que le football qui nous fait plaisir. Il y a aussi d'autres compétitions, des sports dits mineurs qui, de temps en temps, quand ils sortent, ils reviennent avec des médailles, participer. Déjà, participer à une Coupe du Monde, c'est vraiment le sommet pour une discipline. Donc, quelle que soit la discipline, petite ou grande, lorsque vous arrivez en phase finale de Coupe du Monde, ça veut dire que vous avez atteint le sommet de cette discipline et vous devez vous mettre honoré et on devait prendre des dispositions pour que vous participiez dans les bonnes conditions afin de rehausser toujours l'image du Cameroun, comme dans d'autres disciplines. Comme le football et autres. Alors, Maître Martial Biba, est-ce que c'est un peu la même lecture? On accorde le visa aux encadreurs, aux administrateurs, mais les athlètes même qui doivent descendre sur le tatami ne reçoivent pas de visa. Est-ce que c'est un peu paradoxal ou alors la lecture que fait Tchadja Femba en évoquant un peu, en convoquant notre passé dans ce genre de situation? Parce qu'on se rappelle aussi que le handball a eu le même problème à un moment donné. Oui, c'est presque la même lecture, la seule différence qu'aujourd'hui nous avons comme motif principal le visa, parce que généralement lors de certaines grandes compétitions il y a des motifs qui sont camouflés, mais il y a d'autres critères qui peuvent être camouflés. Peut-être on met le problème du visa devant. Nous avons par exemple les critères de qualification, comme il était en train de dire. Je pense qu'à un moment donné, le judo nous a fait rêver, et cette dernière compétition, on a vu comment nous sommes quittés peut-être la 5e place à la 10e place. On peut regarder aussi ces critères. Il y a aussi peut-être des critères, comme il parlait de sécurité et de santé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Quand il y a peut-être des critères de sécurité et de santé, peut-être que la Fédération mondiale de judo a des raisons propres qui peuvent pousser à ne pas donner le visa. Et ce sont ces raisons que nous n'avons pas. Est-ce que c'est la Fédération internationale qui octroie les visas? Non, ce n'est pas la Fédération qui octroie. Il y a des représentations diplomatiques. La Fédération internationale devrait faciliter et que son membre puisse justement participer à sa compétition. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la fédération qui octroie les visas, mais la fédération mondiale peut faire un rapport qui peut tomber là où vous pouvez avoir besoin de visas et que vous n'avez pas de visa. Généralement, quand vous n'avez pas de visa, il y a des motifs pour la non-notation de visa. Ce sont donc ces motifs que je suis en train de dire que nous n'avons pas sur le plateau. Nous avons beaucoup de critères, mais je pense que le Cameroun devait profiter, puisque le Cameroun avait ce programme d'aller au mondial à Budapest. Oui, au championnat du monde. Le championnat du monde à Budapest. Ce que je peux dire, c'est que
que ce soit le problème de visa, que ce soit les autres critères, mais c'est une décision stratégique de la Fédération camerounaise de judo à travers Maître Alain Christian King. Et de l'autre côté, toujours quand je parle de décision stratégique pour préparer l'Open de Pretoria, c'est qu'il y a une information, comme tu dis, une double médaille olympique et plusieurs fois champion du monde, qui a aussi décliné de ne pas être à ce championnat du monde à Budapest. C'est pas comme si nous on a dit qu'on ne voulait pas partir. Je suis tout simplement en train de dire que quand il y a même un champion qui ne part pas, ou une équipe nationale qui ne part pas, il y a des motifs, c'est-à-dire qu'il y a des raisons en béton qui font en sorte qu'on ne bouge pas. Dans le Teddy Riner, il a dit... Oui, les Français. Oui, je vais faire un rapprochement quand je vous parle d'une décision stratégique de la Fédération camerounaise de judo et de la décision de Teddy Riner. Teddy Riner a dit qu'il n'est pas à 100% de ses formes. Et quand il n'est pas à 100% de ses formes, une compétition de haute envergure comme le championnat du monde de judo, il ne peut pas mettre pied. Il a pris les décisions avec son staff de pouvoir bien reprendre les entraînements jusqu'à se ressentir à 100% et aller au championnat du monde. Alors quand un champion comme Teddy Riner vous parle de 100%, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire le championnat du monde à Budapest. Ça veut dire qu'il a une raison stratégique qui lui permet de ne pas aller. Contrairement à l'équipe nationale camerounaise qui n'a pas pu mettre pied au championnat du monde à cause des visas, mais qui prépare les athlètes à aller faire l'Open de Pretoria. Une autre raison pour chuter, c'est quoi? C'est que quand on ne donne pas... Il y a eu la convocation des athlètes justement pour préparer ces championnats du monde effectivement. Et quand on ne donne pas le visa, on ne fait pas voyager les athlètes et que les encadreurs voyagent et autres, tout simplement parce qu'il y a l'Assemblée, il y a le Congrès international du judo. Et le président de la fédération s'y trouve d'ailleurs. Et là, en ce moment-là, peut-être que nous n'avons pas eu cette ouverture d'esprit en termes d'anticipation pour chercher à savoir si on aura le visa ou pas, au lieu de convoquer les athlètes et de les mettre au travail, parce que les judokas camerounais s'entraînent toujours rudement et sévèrement pour atteindre les performances administratives de leur octroyer cette chance de pouvoir se hisser et de titiller les autres nations. Donc, ici, quand il y a congrès international de judo, là, si les athlètes ne voyagent pas, les encadreurs sont obligés de voyager. C'est pour cela qu'ils sont partis au moins maintenant essayer peut-être de s'expliquer, de prendre de nouvelles maintenant mesures et de venir bien préparer l'Open de Pretoria. C'est donc une décision non seulement qui peut déranger parce que le judo nous a toujours fait rêver, mais que de l'autre côté, je pense qu'on a tenu un bon discours pour les athlètes pour bien préparer l'Open de Pretoria et d'oublier le championnat du monde de judo à Budapest. Et puis ces championnats du monde, comme disait Tchadja Femba, c'est quand même un rendez-vous important pour un athlète, coach Ernest Mabouka. Je crois qu'ils ont beaucoup dit de bonnes choses et ça fait en sorte que je peux ajouter quelque chose qui me mettre un peu dans le moulin. Moi, je peux vous dire que demander le visa, c'est pas facile. C'est pas donné à tout prix. Nous avons eu Montaigu, avant que nous allions à Montaigu, combien de jeunes sont restés avant que nous allions à Montaigu. Donc, c'est pas facile. Donc, d'abord, ça demande de ce que vous avez fait avant. Est-ce que les athlètes camerounais, quand ils arrivent dans les compétitions, rentrent au pays? On pose beaucoup de questions et surtout dans l'interview, quand vous êtes face à cette personne qui vous pose des questions par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire après la compétition, vous allez faire quoi et ainsi de suite. Il y a des petites questions où quand vous arrivez face à ces personnes-là, vous répondez mal, ça ne va pas, on ne peut pas vous donner le visage. Nous avons eu un de nos jeunes joueurs qui n'a pas pu aller à Montaigu à cause de ce qu'on parlait du matin avant de partir à l'ambassade. On lui a dit, dans l'interview, ne dis pas que ton père est français. Il est venu, il a dit, mon père est en France, il est en France. Et bien après, quand il est arrivé, on voulait même lui donner le visa parce que la crédibilité du président de la Fédération camerounaise de football, c'est lui qui a fait en sorte que nous avons participé à ce Montaigu, ce tournoi de Montaigu, parce qu'il a mis sa crédibilité devant et ça, c'est parti, on a donné les visas à tout le monde, sauf à certaines personnes par rapport à... Tu ne peux pas avoir l'identité dans le passeport, différent de l'identité de la carte d'identité. C'est difficile aussi. On regarde ces petits détails-là qui font en sorte qu'on ne donne pas le visa. Je crois que
Pour ceux cas des judokas qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde, vous pouvez bien voir que les administrateurs ont eu des visas. Ça veut dire on pense que, on sait qu'eux, ils ne pourront pas partir parce qu'ils sont attachés à la fédération. Mais par rapport aux ateliers, comme a dit Tadja Fenba, c'est ça qui, par moment, qui gêne par rapport à la relation à la dernière compétition que les judokas ont pu faire. Comment ça s'est passé? Combien sont-ils rentrés? Je crois qu'il y a des questions marques. Je crois que s'il y avait un responsable de la FECA Judo, il devait nous dire ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est ces petits détails-là qui sont souvent gênants, où un athlète se trouve devant la personne qui, par rapport à l'application du visa, qui lui pose des questions, et bien après, qui ne répond pas. Parce que ils sont partis au rendez-vous, et ils sont partis, et bien après, on les a refusé le visa. Parce que vous ne pouvez pas, ne serait-ce qu'être chez vous, et aller faire l'application du visa. Tout le monde est obligé d'aller à l'ambassade, aller demander le visa. C'est vous qu'on vous poser des questions par rapport à la paperasse que la fédération a donnée. Et c'est à vous de pouvoir ne serait-ce que manager en ce moment-là. Je crois que si nos jeunes athlètes n'ont pas pu avoir le visa, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Ouais. Mais pour terminer, c'est ce que j'étais en train de dire quand vous m'avez posé la question que ce n'est pas la Fédération mondiale qui octroie le visa. Je vous ai dit la Fédération mondiale est capable de faire un rapport d'études, un rapport un peu technique et stratégique, maintenant à envoyer à l'ambassade, de telle manière que même qu'à la dernière minute, ça s'annule. Et je tiens à vous rappeler que des compétitions de haute envergure comme le championnat du monde, c'est pas seulement peut-être qu'il y a une tête ou deux têtes, peut-être qui sont critiques pour dire que non, on annule les deux, mais les autres peuvent partir. Les deux seulement là qui sont critiques peuvent faire en sorte que toute l'équipe ne bouge pas, parce que ça développe une certaine intention sur les autres peut-être qui ont été cohérents. Comme le coach était en train de dire, il y a plusieurs raisons pour la non-obtention de visa. Peut-être déclaration contradictoire pendant l'entretien et autres. Il y en a. Il y a peut-être, vous pouvez remplir une fiche, mais qui est différente peut-être au niveau maintenant de l'interview. Peut-être vous avez rempli oui, et on vous pose une question, vous dites là-bas non. Ça révèle, ça crée des suspicions au sein maintenant de l'équipe. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se dire, pourquoi les autres nations, nous n'avons pas pu détecter tel ou tel comportement seulement ici, qu'on essaye un peu d'arrêter pour maintenant faire en sorte que la discipline qui a été beaucoup respectée soit une discipline vraiment très de renommée internationale. Alors, je vais terminer sur ce sujet avec vous, Maître Biba. Là, l'équipe est en train de préparer l'Open africain de Pretoria, 12 pays attendus à ce tournoi les 26 et 27 juin prochains. Quel est l'objectif général? Qu'est-ce qu'on recherche à travers les Open, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi? Mais quand on parle de l'Open, généralement dans les sports de combat, l'Open c'est beaucoup plus des performances individuelles, parce qu'il y a souvent des compétitions open, compétitions équipe. Mais ici, quand on parle de l'Open de Pretoria, c'est ouvert beaucoup plus à tous les judokas. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on n'est pas tellement obligé de travailler peut-être individuellement, mais c'est par pays. Et puis chaque pays maintenant envoie des pratiquants, des athlètes de haute envergure. Ici, la préparation doit beaucoup plus être axée au niveau de, excusez-moi de répéter, doit être axé sur la préparation mentale, sur les outils de la préparation mentale. Pourquoi? Parce que les athlètes qui ont eu un discours, par exemple, négatif de ne pas aller au championnat du monde, doivent avoir un discours positif pour bien préparer l'Open de Pretoria. Je prends l'exemple de la concentration. Je prends l'exemple peut-être de la gestion du stress. Oui, je prends l'exemple peut-être de la faculté d'adaptation et de cohésion. Donc, la relaxation, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que la routine de performance, on doit apporter maintenant un discours psychologique beaucoup plus que le travail technique. Le travail technique est là. Les athlètes s'entraînent tous les jours. On peut voir que les athlètes sont beaucoup plus prêts en forme pour l'Open, mais il faudra maintenant essayer d'apporter de la lumière par rapport à ce qui tourne encore dans leur tête concernant le championnat du monde manqué. Parce que parmi eux, certains voulaient à tout prix y aller.
Et maintenant, quand ils partent au championnat du monde à Budapest, et on leur demande, bon, essayez d'entrer en stage, on va vous reconvoquer, nous allons travailler, et nous devons essayer de montrer une autre image 2 fois positive à Pretoria par rapport au rendez-vous manqué à Budapest. Donc, l'Open de Pretoria, c'est aussi une autre stratégie de pouvoir montrer aux autres nations, ou bien, pourquoi pas, à certaines organisations qui peut-être qui ont remarqué nous ne sommes pas partis à Budapest, de montrer notre suprématie parmi les pays africains, parce que le judo au Cameroun, comme M. Batili Mokilo, le Congolais, qui avait un poste au niveau de la Fédération africaine de judo, qui avait dit que le judo camerounais est la porte centrale du judo en Afrique. Donc je pense que l'Open de Pretoria, l'équipe nationale du judo, la Fédération camerounaise du judo, a tout le temps de bien huiler l'équipe, et de telle manière que ceux qui pouvaient maintenant être performants au championnat du monde le deviennent en Afrique du Sud. D'accord, on va donc évidemment suivre l'évolution de la préparation de l'équipe nationale de judo du côté de Yaoundé. On rappelle que l'Open de Pretoria est prévu les 26 et 27 juin prochain. Une information sous forme de brève, toujours dans la pause actu, c'est le kickboxing. On va pour cela annoncer que l'équipe nationale de kickboxing a démarré ce mercredi à Yaoundé un stage interne et c'est pour préparer le championnat d'Afrique de kickboxing qui se déroule du 15 au 22 juin prochain au gymnase multisport de Fandena, c'est évidemment à Yaoundé. Et pour ce stage interne, 20 combattants ont été retenus et repartis dans les catégories senior dames, masculin, full contact, senior masculin, K1 Rules. K1 Rules, voilà. Et senior masculin, Lao Kick. Oui. Low kick. D'accord. Peut-être quand vous avez donné quelques secondes, ce sera pour vite. Voilà. Tout à fait. Alors, signalons que plus de 500 athlètes en provenance des pays comme Madagascar, le Gabon, le Sénégal et le Cameroun, bien sûr, sont attendus à ce championnat d'Afrique de kickboxing. C'est ce qu'a déclaré récemment Emmanuel Essissima, Maître Emmanuel Essissima, qui est le président de la Fédération camerounaise de kickboxing. Et il était récemment face à la presse. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Maître Martial Biba, quelques précisions? Oui, tout simplement, vous avez déjà commencé à dire le président de la Fédération camerounaise de kickboxing full contact Savat, c'est Maître Emmanuel Essissima qui a été plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe et du monde. Et le championnat d'Afrique de kickboxing qui a Yaoundé a commencé d'abord aussi au centre de la jeunesse de Nebel, parce que lui-même il était présent pour évaluer les kickboxers. Il a commencé à faire une présélection et les a renvoyés en stage à Yaoundé, comme vous l'avez dit. Donc ici, quand vous avez parlé, juste pour terminer, quelques techniques, quand on parle de low kick, c'est des fouettés. C'est des fouettés tout simplement pour déstabiliser l'adversaire, parce qu'en kickboxing, c'est un travail physique, technique, et il faut beaucoup miser sur le cardio. Donc quand les low kicks arrivent, c'est pour essayer de vous décourager, déstabiliser. Donc moi, pour terminer, je vais souhaiter bonne chance. Et parce K1 rule. Oui, rules, vous connaissez ce que veut dire rules en anglais. Les règles. Oui, bien sûr. Vous avez donc, au fait, c'est des compartiments dans le kickboxing en général pour ne pas confondre. Vous allez voir peut-être le kickboxing japonais différent du kickboxing américain. Parce qu'il y a des kickboxing où vous travaillez juste à distance, vous avez des fouettés, donc vous avez pas les low kicks, vous allez voir les high kicks, toutes les techniques, les homer kicks, ça des coups de pied de talon qu'on appelle le kakato, ils ont plusieurs techniques. Et d'autres kickboxing, vous allez voir, vous travaillez à distance et puis vous voyez comment ils s'embrassent pour sortir les coups de genoux et les coups de poing. Ce sera très enlevé à Yaoundé parce que le maître Emmanuel Essissima lui-même, il a transmis un peu de la crème. Très rigoureux. Très rigoureux, je dis bien très rigoureux. Nous avons beaucoup causé. Il m'a dit qu'il va beaucoup mettre de la rigueur dans le travail pour que le Cameroun, une fois de plus, essaye de démontrer la loi
du domicile. Voilà, c'est le championnat d'Afrique. C'est un événement important justement pour le Cameroun. Allez, on parle rapidement de football, football professionnel après le premier sacre de Colombe. Place au play-off dès demain à Douala et à Yaoundé. Donc on va d'abord vous proposer ce reportage de Oni Ladonnette sur le tout premier sacre de la Colombe du Sud. Colombe sportif du Jan Lobo delivered a commanding performance to dismantle a toothless Victoria United side 3-0 and officially clinch their first ever Elite One title with games to spare. Goals from Brice Sinjo, Super Sub Patrick Hanzogo and lead entrant Luc Bidé sealed the victory in front of an electrified Ngwaikele crowd. The encounter was largely one-sided, with Colombe dictating the tempo and intensity from kickoff. The south-based side fired 11 shots, 3 of which were on target, while Victoria United managed a paltry 5 attempts, only one troubling goalkeeper for. Colombe's pressing game saw them frequently catch Victoria's backline off guard, resulting in a staggering 8 offside calls compared to just 2 for the visitors. Brice Sinjo opened the scoring in the 20th minute, capitalizing on a defensive lapse to slot home calmly. Despite Victoria United's efforts to respond, their offensive display was alarmingly disjointed. Set pieces were squandered, corner kicks went to waste, and the lack of bite up front was a mirror image of their lifeless first leg performance, which they lost 2-0. The game saw over 35 fouls, underscoring its physical nature, with Colombe responsible for 20 of them. Yet their discipline at the back remained intact, adding to their impressive clean sheet tally, the highest in the league this season. Coach Richard Towa's tactical choices paid off handsomely in the second half, as Patrick Hanzogo, introduced shortly after the break, doubled the lead in the 65th minute, showing great composure to beat the keeper. Luc Bidé then iced the cake in the 87th minute, scoring just moments after being subbed on, a textbook example of Colombe's depth and bench strength. With this result, Colombe hit the 60-point mark, mathematically securing the title regardless of remaining fixtures. The triumph caps off a historic 2-year stretch for the club, having now won the Super League, the Cup of Cameroon, and finally the Elite One Championship, a domestic treble that cements their legacy. Colombe's dominance this season has been nothing short of remarkable, with only one loss across 27 match days. Their blend of tactical discipline, squad depth and sharp finishing now sets a new benchmark in Cameroon football. Bien ça, du côté de la Colombe du Sud. Alors, Tchacha Fumba, on se rappelle, en tout cas moi je me rappelle qu'après le titre de super champion la saison dernière, les responsables de la Colombe du Sud me disaient l'objectif cette saison ce sera de remporter le championnat. Alors regardez tout ce qui s'est passé, ce premier sacre historique de cette équipe, vous l'attendiez à ce niveau ? Bon, l'attente, c'est pas évident mais on constatait quand même que Colombe était sur une marge de progression quand même après la Coupe du Cameroun. On a vu le Super Coupe, mais avant la Coupe du Cameroun, même on a vu Colombe qui, au niveau du championnat, il y a 2-3 saisons qui essayait, il y a quand même d'implémenter un projet. Donc,
Maintenant, c'est un championnat où il y a eu de la place, parce que Coton Sport n'est pas solide. Vous savez que chaque fois que Coton Sport n'est pas solide, il y a de la place. Et Vito, on savait que Vito devait plomber. Donc, c'était prévisible. Donc, il y avait de la place pour être champion pour Colombe. Donc, Colombe a saisi l'opportunité. Et Colombe présente quand même des statistiques assez intéressantes, parce que lorsque vous voyez le nombre, le capital de points que Colombe a actuellement avec encore, je crois, 4 ou 5 matchs à jouer, ça veut dire quand même qu'il y a une moyenne quand même qui est tellement largement au-dessus de la moyenne des champions des années précédentes lorsqu'on jouait en poule unique. Donc Colombe a quand même des statistiques qui laissent à prévoir que c'est une équipe qui avec un projet. Maintenant, la seule difficulté, peut-être, reviendra avec tout ce qui a comporté le championnat, et il faudrait aussi que Colombe ne soit pas pris par l'attaque du championnat comme certains clubs prétendent le faire, attaquer le championnat pour ceci, cela. Bon. Mais sur le terrain, si on reste sur le terrain, on constate quand même que Colombe a battu un travail et quand même a beaucoup essayé. Il faudrait noter aussi que Colombe, avant d'arriver là, Colombe a essayé. Colombe a beaucoup essayé les années précédentes. Ça fait au moins 5, 6, 8, 9 ans, une dizaine d'années que Colombe est en train d'essayer. Et depuis 2 ans, avec l'arrivée du coach Richard Toa, oui, lui aussi qui a beaucoup appris au championnat camerounais, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, il est dans beaucoup de clubs, et ça n'a pas pris, mais vous voyez à Colombe ça prend. Donc, Colombe a eu des personnes qui sont arrivées à maturité, réunies au même moment, le projet arrive à maturité, et a eu des hommes qui ont mené le projet qui arrive à maturité, dont les statistiques sont impressionnantes. Maintenant, on espère que c'est une performance qui sera sur la durée, parce qu'on ne voudrait pas voir ce que Vito nous a présenté, par exemple. On ne voudrait pas voir ce que les clubs qui ont fait des sorties sporadiques nous ont présenté par le passé. Moi, j'aime la constance. Ça veut dire que un projet comme ça veut dire on doit voir Colombe déjà l'année prochaine garder le même niveau. On doit voir Colombe déjà performer au niveau des compétitions africaines. On doit voir Colombe aller au-delà des statistiques qu'ils ont présentées cette année. Et donc, c'est un peu notre souhait, notre vœu. Et que les autres aussi essaient de rehausser, de ramener le niveau vers le haut, parce que la malchance, c'est que lorsque Coton Sport n'est pas bien dans ce championnat, le niveau du championnat prend un coup. C'est le constat que je fais. À chaque année où Coton n'est pas bien, on constate que le niveau du championnat se prend un coup, se dégrade un peu. Et il faudrait qu'on ait beaucoup de Coton. Que si Coton n'est pas bien, on maintient au moins le niveau du championnat et que les autres suivent. Le projet doit suivre avec les infrastructures, comme Coton l'a fait au niveau de Garoua, avec une académie, avec un centre de formation, avec. Donc, Colombe doit implémenter cette étape. On a eu des titres, déjà on a la Coupe du Cameroun, on a été champion. Maintenant on doit passer à l'investissement sur la durée, avoir des infrastructures qui permettent de développer le projet, avoir que les catégories inférieures, le football féminin, et avoir un siège bien du forme, que ce soit vraiment quelque chose de palpable lorsque nous arrivons dans la région du Sud, qu'on peut palper Colombe, parce qu'actuellement c'est l'une des difficultés. On ne peut pas palper Colombe si un recruteur ou bien quelqu'un qui s'intéresse à Colombe vient faire, même un journaliste vient faire un reportage pour un club mythique comme Colombe, qui est pour la première fois champion du Cameroun. Et c'est pas donné, parce qu'il y a beaucoup de clubs mythiques n'ont jamais été champions. Bambuto n'a jamais été champion, Panté n'a jamais été champion, Dynamo n'a jamais été champion. Donc arriver à être champion, ça veut dire que c'est un espoir. Donc ça veut dire que Colombe est une équipe qui a au moins plus de 50 ans d'âge. Et si on veut faire un reportage, je pense que vous êtes mieux placé pour constater qu'on sera buté sur beaucoup de choses, alors que on doit maintenant penser dans la fondation, on doit penser dans l'infrastructure, on doit palper Colombe. Donc c'est bien les titres. Maintenant, il faudrait que les titres soient assis sur la durée, soient assis sur un investissement qui permette après cet exécutif, que Colombe puisse toujours exister, qu'on puisse avoir une histoire de Colombe. Et ça ferait plaisir, parce que quand vous arrivez quand même à Garoua, vous êtes fiers de voir Coton Sport, vous êtes fiers de toucher Coton. Donc, vous touchez Coton, vous palpez Coton. Et je crois que c'est pratiquement le seul club au Cameroun où on peut arriver, on touche le club. Donc, Coton a dominé le championnat camerounais, et est arrivé au niveau du championnat de compétition africaine, en finale de la Champions League et en finale de la Coupe de la CAF. Et quand même, quand on veut parler de Coton, on arrive, on voit quelque chose. C'est ça le bémol. Vous voyez, Canon, on ne peut pas palper. Dynamo, ce n'est pas seulement Colombe.
Canon, Dynamo, Léopard, Caïman, Oris. Actuellement, si on veut parler d'Oris, Union, c'est ces problèmes que nos clubs ont eu et sur la durée, ces clubs s'effondrent parce qu'il n'y a pas une base solide, une fondation solide qui est vraiment d'où est assis le projet. Donc, vivement que Colombe soit champion et que le championnat ne soit pas attaquable. Que le sacre soit vraiment que le sacre sur le terrain à la fin il puisse jouer parce que c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts quand même parce que Colombe a mis assez de moyens pour arriver à ce niveau. Il ne faudrait pas quand même que pour la première fois que Colombe est champion, on constate que le dossier administratif, comme on aime bien au Cameroun, le juridisme et le juridique et tout ça s'y mêle. Voilà. Est-ce que vous avez un peu la même crainte, Ernest Mabouka, par rapport à ce premier sacre de Colombe du Sud? Je crois qu'il a dit beaucoup de bonnes choses parce que, en fait, ce qu'on recherche aujourd'hui dans le football camerounais, que ça devienne vraiment professionnel, que les clubs puissent se professionnaliser. Quand on regarde Colombe, déjà et le mot, on regarde ce stratège qui est venu quand l'équipe était déjà au bas-fond du championnat, et qui a relevé cette équipe, le Château. Et il a trouvé toute son équipe technique qui n'a pas changé beaucoup de gens. Parce que je vois l'entraîneur des gardiens qui me connaît, que je connais très bien, avec qui on a pu changer, qui est là encore aujourd'hui, et quoi, qui fait de bon boulot en tant qu'entraîneur des gardiens de but. Et avec toute l'équipe que toi as trouvée, il a continué à travailler avec les gars. Vous voyez bien sûr, il connaît bien le championnat camerounais. Je crois que les années que tu as passées dans d'autres clubs il a appris quelque chose. Et le football ne peut pas marcher sans moyens. Et aujourd'hui, on voit le championnat camerounais, ceux qui ont mis les moyens, c'est ceux-là qui se retrouvent à l'avant. Vous voyez un peu, ne comptons pas seulement sur l'argent de la Fédération camerounaise de football, ou du gouvernement, ou du gouvernement, mais comptons sur nos poches. Et c'est ce qui a fait en sorte que Colombe a appris beaucoup. Et il a ces mécènes-là qui mettent de l'argent. Maintenant, comme a dit M. Tchadia, le problème maintenant, c'est au niveau de... Après avoir gagné le championnat camerounais, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la suite? À la suite, c'est quoi? On va se projeter où? C'est pour cela qu'il a parlé des académies, il a parlé de jeunes, la formation de jeunes à Colombe et Lobo, que la ville vraiment puisse ne serait-ce qu'être en mouvement. Quand vous regardez Colombe champion aujourd'hui, Colombe se retrouve à Yaoundé, s'entraîne à Yaoundé. N'est pas au sud, vous comprenez un peu. Mais il est plutôt à Yaoundé parce que je crois que le projet n'est pas encore arrivé à ce niveau où ils vont se retrouver à Saint-Milima, où les joueurs vont loger là-bas, où les joueurs seront ensemble. Je crois que ce qui aide à Colombe à pouvoir trouver et avoir cette cohésion, c'est au niveau de l'équité de la ville et arriver au centre. Et avoir les joueurs, loger les joueurs au centre, ça dépend beaucoup d'argent. Si ils ont la chance que les joueurs qu'ils ont pris habitent à Yaoundé, ça fait moins de dépenses et c'est si bien. Maintenant, je crois que le projet doit être bien musclé par rapport à ce qu'ils veulent faire pour les prochaines années. Voilà. Alors, parce que quand vous regardez une équipe comme Opopo qui est arrivé, qui a dit que je peux taper Tipi Mazembe, je peux taper... Bon, je se retrouve en train de sortir au premier tour. C'est pas ce que nous souhaitons de Colombe déjà. J'allais justement vous demander, coach Mabouka, vous qui avez une grosse expérience internationale aussi, Colombe du Dja est désormais attendu aussi sur le plan africain. Est-ce qu'on a c'est une équipe que vous pensez qui a les atouts nécessaires pour pouvoir quand même rester et jouer un rôle important, comme on a vu par exemple le cas de Coton Sport à un moment donné sur la scène africaine? Je crois qu'il faudrait qu'on essaie de ne pas se mélanger, qu'on essaie de mettre un peu les bases. Une équipe qui s'entraîne sur un synthétique et qui va jouer les matchs dans les terrains gazonnés, c'est différent. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils essayent d'aménager ce côté-là en jouant plus, en s'entraînant plus sur le gazon. Parce que les clubs que vous avez rencontrés en Coupe d'Afrique, aux éliminatoires de la Champions League, sont des clubs qui ont des terrains gazonnés. À part peut-être Tipi Mazembe, mais vous allez retrouver que
les clubs comme les Sundowns ont des terrains gazonnés. Quand vous arrivez à Sundowns, dans le complexe de Sundowns, vous trouvez vraiment que M. Patrick Motsepe a travaillé sur le professionnalisme vrai. Et quand vous retrouvez que Tipi Mazembe joue ses matchs... C'est pareil, hein, ils sont très bien installés. Voilà, Tipi Mazembe joue ses matchs sur le gazon et s'entraîne sur le gazon. À part le stade que le président Katumbi a fait. Mais je crois qu'il faudrait que Colombe aujourd'hui quitte du stade où ils vont s'entraîner plus sur le gazon et avoir des joueurs de profil qui peuvent les aider en Champions League africaine. Parce que je peux vous dire que quand vous regardez un peu l'effectif du Cameroun au niveau des championnats africains comme l'équipe nationale A', vous regardez à quel niveau nous sommes arrivés, vous regardez un peu que ces joueurs, ils ont des potentialités. Comme vous l'avez vu, Batum à l'équipe nationale senior A, c'est une autre motivation qui peut l'aider à pouvoir ne serait-ce que jouer à ce niveau. Maintenant, pour que Colombe arrive à ce stade, il faudrait qu'il ait ses propres infrastructures, là où il peut s'entraîner tous les jours sur le gazon, pour mieux se préparer et avoir les joueurs de haut calibre qui vont signer, peut-être pas seulement les Camerounais, qui vont aller chercher ces joueurs-là. Il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. C'est pas être champion au Cameroun, c'est, je peux dire que Colombe déjà le beau peut être encore champion l'année prochaine, la saison prochaine, parce que comme il a dit, Coton n'étant pas une équipe que tout le monde peut ne serait-ce que compter, tout le monde peut gagner le Coton, tout le monde peut faire nul avec Coton, mais est-ce que le projet c'est ça? Le projet c'est que après avoir gagné le championnat, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons préparer les stratégies? Le projet c'est quoi? C'est de jouer, traverser le premier tour, se qualifier au tour de finale, où nous allons voir peut-être que le Cameroun revient à 2 indices, où nous aurons le champion et le vice-champion du Cameroun en train de jouer la Champions League. Il faudrait qu'on en arrive là, il faudrait que Coton, Colombe déjà et Lobo puissent ne serait-ce qu'aider les clubs camerounais, le championnat camerounais à représenter avoir 2 représentants en Champions League. Avoir encore l'ancien quota, comme avant. On oui. Des clubs. Voilà. Peut-être une petite réaction rapidement, Maître Biba, sur cette question. Oui, la Colombe nous a démontré qu'après sa détermination, après un peu son esprit de groupe ou de cohésion, méritait de prendre le championnat. Pour ceux qui suivent le championnat de la MTT League One, on a vu la Colombe développer une certaine stabilité dans sa performance. Ça veut dire que quand elle a pris la tête du classement, elle est restée stable. Donc nous allons constater aussi que la Colombe a été beaucoup plus aidée par l'expérience, nous avons dit, du coach Richard Toa, qui lui-même a été un ancien joueur, je pense, en 1986 de Colombe. Il a apporté sa touche. Et la Colombe aussi, ce qui est bien, c'est que on dirait que cette équipe est restée avec le corps administratif beaucoup plus secret, beaucoup plus interne quand on parle d'organisation qu'externe. Parce qu'il y a certains clubs, peut-être ça dépend des stratégies des autres clubs, c'est d'être beaucoup plus ventilé, soit sur les plateaux, soit dans les médias, dire, faire ceci, faire des projets, venir démontrer sur les plateaux ce qu'on va faire. Et Colombe a été rare sur cette philosophie. Je ne sais pas si le corps administratif était consacré ou bien et ce corps avait un objectif à atteindre, c'est de gagner d'abord le championnat. Et s'il faut apporter un peu de l'humour, je pense que même sur le plan de la nature même de la ville, l'oiseau même qu'on appelle la colombe, c'est un oiseau qui a d'abord une vitesse énorme, c'est-à-dire qu'une vitesse moyenne c'est 60 à 80 km, une vitesse quand la colombe veut vraiment descendre vers sa proie, elle passe de 100 à 110 km. Je me dis que c'est cette vitesse que l'équipe a prise quand à chaque fois Gazelle talonnait ou bien Coton talonnait, elle était obligée de doubler d'envergure de vitesse comme cet animal. Donc il faut vraiment respecter cet oiseau, il faut respecter cette équipe aussi, parce que c'est une équipe, c'est pas facile, comme on dit souvent, de rester au sommet, mais de s'y maintenir. Ils ont dit de bonnes choses que je peux reprendre, c'est que la Colombe doit savoir qu'elle a été championne du Cameroun et qu'elle ira en compétition africaine. Oui. Il faudrait Elle sera attendue. Voilà. Il faudrait aussi qu'elle change
sa politique. Parce que quand elle est championne du Cameroun, les moyens qu'ils ont utilisés pour être champion du Cameroun, si on ne double pas d'envergure, le coach a essayé de dire des infrastructures, peut-être des recrutements. Il faut maintenant doubler le professionnalisme parce que la Colombe est attendue. De l'autre côté. Déjà, moi je ne peux pas, la Colombe a vu ce qui est arrivé à Coton qui a été performant plus que Colombe, a vu avec Al-Ali. Vous pouvez imaginer si on mise Colombe contre Al-Ali, c'est quelque chose. Donc il faudrait que la Colombe se prépare correctement et bien parce que de l'autre côté, c'est des équipes qui sont beaucoup plus professionnelles, tant sur le plan technique que sur le plan des infrastructures. Donc moi je tire chapeau à cette équipe parce que elle a empêché aux autres équipes qui la suivaient de ne même pas déstabiliser. Parce qu'il y a des championnats où il y a des équipes qui sortent championnes en fin de saison, soit par une défaite, soit par un match nul. Mais la Colombe a bien bouclé sa saison face à Victoria United. Championne avant l'heure, comme on dit souvent. Alors on va justement rappeler que le championnat entre dans une autre phase à partir de demain. Place donc au play-off down et à la veille du démarrage de cette étape, il y a le secrétaire général du conseil transitoire du football professionnel, Blaise Faustin Bida, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui même au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Il est revenu sur l'aspect médical qui va être déployé au cours de cette étape et puis il a aussi parlé de la grille de répartition des recettes, des tarifs d'entrée au stade. On voit tout ça dans cet extrait sélectionné par Thierry On. À Douala, on a 2000 francs et 1000 francs. Maintenant, au niveau de Yaoundé, il faut le dire, c'est le centre technique d'Odja et le centre d'excellence de Bankomo. Compte tenu des distances et compte tenu du confort de ces stades-là, c'est pour ça que vous avez vu le ticketing a tenu compte de cela. Au niveau de Odja, on aura les tickets qui vont coûter 1000 francs. Il faut bien le dire que c'est deux rencontres. Hein. Et au niveau du centre technique de Bankomo, en tenant compte que les gens vont se déplacer pour arriver de l'autre côté, ce côté-là, et pour essayer de limiter, nous avons mis le ticket à 500 francs. Donc ça va se jouer et nous pensons que sera bien suivi de ce côté-là. Donc, on a le pôle billetterie, hein, ça c'est une organisation en interne. Donc, vous avez le coordonnateur du site, le coordonnateur du site, vous avez le coordonnateur du stade, vous avez le commissaire de match, éventuellement le coordonnateur de match, le responsable de la sécurité, le représentant du CTFP, le représentant de la direction du système informatique, le représentant des équipes, le représentant de la direction de comptabilité et financière. En fait, donc on entre là directement aussi, au-delà de ça, on entre directement dans la répartition des recettes parce que, vous savez, les années écoulées, ça avait toujours posé un certain nombre de problèmes. Mais depuis l'année passée, avec les playoffs de Douala, on avait trouvé avec les clubs un moyen de pouvoir désintéresser les uns et les autres ensemble. Et donc, pour cette saison encore, pour ces playoffs-là, ci je pense qu'il y a une grille de répartition qui a été mise en place par la Fédération camerounaise de football, ensemble avec les clubs et le CTFP, et c'est cette grille de répartition-là qui sera appliquée. Et donc, la grille de répartition, vous le savez déjà pour ceux qui ont suivi, c'est que ceux qui mettaient à disposition les infrastructures avaient 70% des recettes, les autres avaient à peu près 30% de répartis par les autres parties prenantes. Donc, ce sera comme ça aussi, c'est la même grille qui sera appliquée. En ce qui concerne la couverture médicale, effectivement, elle sera assurée pendant toutes les rencontres et la commission médicale va former certains officiels et certains responsables des clubs au premier geste de secours, surtout en ce qui concerne de comment ils peuvent réagir quand il s'agit d'une commotion cérébrale. Parce que nous avons constaté depuis tout ce temps-ci que quand il y a des chocs, parfois ceux qui sont tout autour ne savent pas comment réagir. Donc la commission médicale va former certains acteurs par rapport à cela. Et
On va suivre pour ceux qui sont sur place. La commission médicale va aussi descendre au niveau des sites, des clubs qui seront sur place, parce que la compétition, il faut le dire, se joue en 18 jours. Donc, pour nous, nous pensons que les équipes vont installer leurs quartiers généraux dans les villes où la compétition va se jouer. Donc, et la commission médicale va donc suivre. C'était Faustin Blaise Bida, qui est le secrétaire général. On le rappelle du Conseil transitoire de football professionnel qui organise le championnat. Donc, ça démarre dès demain. Les playoffs up et les playoffs down. Il a dit 18 jours de compétition dans les villes de Douala et de Yaoundé. Au niveau de Yaoundé, il a parlé d'Odja, de Bankomo. À Douala, on sait c'est les stades de Bonhomme Stadi, de Mbappé Lépé qui vont abriter les différentes rencontres. Coach Ernest Mabouka, d'après vous, vous attendiez à quel type de playoffs cette saison? Peut-être des équipes un peu plus enlevées, des matchs de haute facture, par exemple? Bon, il faudrait savoir d'abord au niveau de la façon dont les clubs ont régénéré les muscles. Parce que ça fait combien de temps qu'ils ont terminé le championnat et qu'on a connu les équipes qui doivent jouer le play-down et ceux qui doivent jouer le play-up. Est-ce qu'au niveau de la gérance de l'état physique des joueurs, au niveau de la gérance des blessés, est-ce que ça a été bien fait? Parce que vous devez savoir que dans une compétition, quel qu'en soit le cas, le plus dur c'est le play-off ou le play-down. Parce que déjà dans le mental du joueur, ayant terminé une compétition et être classé au niveau de là où tu pourras aller jouer, ça veut dire que le play-down ou play-off, c'est au niveau psychologique et mental. Ouais. Parce que les phases de jeu ou bien les phases d'entraînement, les séances d'entraînement ne seront plus les mêmes, parce que vous allez voir les clubs qui ont pu jouer dans l'autre groupe et qui n'ont pas pu jouer avec les équipes qui étaient dans l'autre groupe pourront ne serait-ce qu'avoir les éléments, mais pas totalement avoir les éléments qu'il faut pour ne serait-ce que se préparer contre l'adversaire. Je crois que si les clubs qui jouent le play-down ou le play-up se sont bien préparés, c'est peut-être dans la phase où ils ont, avant le début du championnat. Parce que maintenant, cette phase je crois que ça a eu, c'est peut-être 1 ou 2 mois qu'ils ont eu des trêves pour commencer les compétitions. Et c'est un peu difficile. C'est là où il faudrait maintenant que les staffs techniques puissent ne serait-ce qu'aller sur le plan psychologique et mental. Parce que c'est là où ça va se jouer. Est-ce que nous voulons être qualifiés pour jouer MTN Elite One? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir ne pas descendre pour ne plus être à Elite 2? Je crois qu'il y a beaucoup de choses quand on regarde. Moi, je vais parler juste du play-off. Du play-off, vous allez retrouver les équipes qui ont été en première division, qui se retrouvent là, en train de jouer pour ne serait-ce que regagner la première division. Ça sera un peu très enlevé. Là, ce sont les enjeux, justement. Oui, par rapport à ces enjeux que vous avez parlé, ça sera très enlevé. Maintenant, est-ce que, sur le plan mental et le plan psychologique, les clubs se sont préparés vraiment? Parce que vous connaissez le problème du Cameroun, c'est au niveau financier. Ça veut dire que les clubs, est-ce qu'on boosté le moral de ces joueurs pour attaquer la compétition? Parce que c'est le plus important. À notre époque, n'est pas comme l'époque d'aujourd'hui. À notre époque, on savait que je dois jouer pour ne serait-ce que je puisse me qualifier. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Est-ce que nous, en tant qu'entraîneurs de football, est-ce que nous avons essayé de penser à ce stade en se disant que est-ce que si nous préparons un joueur aujourd'hui et qu'il n'a pas de moyens, nous pouvons être du côté de joueur? Je crois que nous, c'est là où on a souvent des problèmes, parce que sur le plan des projets, il faudrait que le staff dirigeant et le staff technique, plus les joueurs qui sont acteurs majeurs, plus ne serait-ce que essayer de travailler ensemble pour ne serait-ce que faire gagner le projet. Mais si c'est dans le vide, où nous allons dans les chaînes de télévision
nous disons oui, nous voulons monter, nous avons préparé la compétition pour monter, et que sur le plan psychologique et mental, ce n'est pas été fait. Je crois que c'est là où on verra les matchs très enlevés parce qu'on va retrouver les joueurs qui veulent jouer, mais sur le plan mental et sur le plan psychologique, ils n'ont pas été préparés. Vous comprenez un peu. Du côté de Playdown, vous allez retrouver les anciennes équipes qui se sont retrouvées là. Est-ce qu'ils vont partir à jouer en Ligue régionale? Je crois que la Fédération camerounaise de football a bien pensé de jouer en deuxième division, à l'élite tout, de jouer ces championnats Play-Down et Play-Up. Je crois que vous avez vu comment ça a été quand les clubs de l'élite 1 jouaient le Play-Up, le Play-Down. Je crois que dans ce cas, moi je peux vous dire que je souhaite bonne chance à tous les collègues entraîneurs qui sont en train de jouer et les Play-Down et les Play-Up pour que demain après-demain, qu'ils puissent ne serait-ce que mettre quelque chose dans leur CV, parce que c'est important en tant qu'entraîneur de football, quand vous êtes quelque part, quand vous travaillez quelque part, d'entendre que tel a fait monter telle équipe, tel a pu sauver l'autre équipe, c'est plus important. Voilà, une réaction avant qu'on en referme aussi cette première partie de l'émission de Tchadia Femba. Les enjeux sont très importants. Vous vous attendez aussi à des matchs assez relevés quand même au cours de cette étape? Bon là, avant de parler même du jeu, il y a des préalables. Il y a des préalables sur le plan de l'organisation, sur le plan même des règlements de la compétition. Parce qu'il y a quelque chose peut-être que la fédération n'avait pas prévu. Lyon Sport est relégué de 2 divisions. Ça veut dire que ça impacte déjà les formules. Ça impacte déjà. Ça veut dire que Lyon Sport ne sera pas en élite tout. Lyon Sport sera en deuxième division régionale. Et maintenant en élite tout, on a dit que 2 équipes montent, me semble-t-il, et 4 devaient descendre, si je ne me trompe pas. Comme l'élite 1 pour élite tout, 4 descendent. Là, il n'y aura que 3 qui vont descendre de l'élite 1 pour élite tout. Parce que la 4e équipe va directement en région. Ok, ça veut dire que ça crée déjà un vide au niveau de la Ligue de région, au niveau de l'élite tout. Ça veut dire qu'en élite tout, il y aura déjà un club qui devait descendre, qui n'est pas descendu. Et comment est-ce que ça va se gérer? Comment est-ce que ça va se gérer? Est-ce que la fédération a intégré ce paramètre avant le début de cette compétition? C'est un problème qui va surgir tôt ou tard. Donc il faudrait anticiper, parce que Lyon Sport qui est relégué de 2 divisions, ça veut dire que maintenant on aura 3 équipes de la Ligue 1 qui vont descendre en Ligue 2 et non 4. Ça veut dire qu'en Ligue 2 maintenant, il y aura un club en moins. Est-ce que ce club en moins sera compensé par un surplus de la région pour la Ligue 2? Parce que est-ce qu'au niveau de pour la région, le 1 en moins là, c'est là où on va compenser? Ou alors, c'est au niveau de la Ligue 2 où moins 1 ne va pas descendre? Parce qu'il y a 2 enjeux, 2 paramètres. Soit on maintient un relégué de Ligue 2 en Ligue 2, soit alors on augmente le nombre de clubs de région pour la Ligue 2. Voilà un problème qui va se poser. Donc il faut vider ce contentieux, parce que c'est même la fédération moi qui permet même aux gens de couper la tête, parce que avant la compétition, il fallait vider ce contentieux et revenir aussi sur le problème des recettes, parce que ce problème va encore se poser. Parce qu'il faut noter quand même qu'en ces play-down up, si je prononce bien, il y a des équipes comme Play-off up. S'il y a une équipe comme les Unisport de Bafang qui sont mobilisés, qui ont des supporters, et on est à Douala. Il y a une équipe comme Aigle de Tchang qui est aussi mobilisée, et on est à Douala. Donc ça veut dire que ça va faire des recettes. Et moi je pense que cet aspect, ce volet, clé de répartition des recettes, il faudrait vraiment qu'on ne voit plus le cas de Union Dynamo. Qu'on ne voit plus le cas de Union Dynamo. Où ont été placés sous séquestre. Voilà, on ne sait même pas si les clubs jusqu'à maintenant, l'argent, on ne sait pas. Donc il faut vraiment que la fédération vide ce genre de choses qui vont arriver. Donc là, c'est sur le volet administratif. Donc c'est des propositions qu'on fait au niveau de la fédération pour améliorer cette compétition. Maintenant, sur le plan du jeu, on constate quand même que pour la montée en Ligue 2, en Ligue 1,
on a quand même des clubs qui sont des clubs mythiques, de Aigle, de Tchang, Unisport. Bon, là, on a aussi Avion qui a une très bonne performance ces derniers temps et qui joue à Douala. Donc, on aura des rencontres assez disputées qui donnera l'envie de venir au stade. Il faudrait maintenant que, comme je dis toujours, pour moi, mettre les billets de stade à 2000 francs, vu le niveau de vie du Camerounais moyen, c'est un peu trop osé. La preuve encore, aujourd'hui, Union a joué, le stade était vide. Hein. Il est vrai qu'on va me dire que Union est relégué, mais de plus en plus, c'est pas évident. C'est pas évident de prendre 2000 francs pour aller voir un match du championnat camerounais, parce que peut-être le spectacle n'est plus attrayant comme les années précédentes. Et en plus, la conjoncture, et en plus, les gars sont emportés par les championnats occidentaux. Un gars va te dire, je peux faire m'asseoir dans un bar, je bois une ou deux bières, je vois mon match. Ah, sauf qu'après, c'est déjà plus que l'argent du... Ah oui, mais là, il ne raisonne pas comme ça. Il se dit, il va se satisfaire dans le spectacle, il va voir la télé. Et c'est pas ce qu'on encourage. Donc, je dis, il faut que la fédération, comme dans Odja, elle a mis 1000 francs 500, là, je suis sûr que les stades peuvent être pleins. En ramenant les billets à 1000 francs, 500 francs ou à 1000 francs, les stades pourraient être plus pleins, parce que c'est aussi une source de revenus des clubs. Hein. Il faudrait noter cela, parce que nos clubs camerounais n'ont pas assez de revenus, de sources de revenus. Les transferts de joueurs, c'est presque mort. Les droits TV, inexistants. Tout ce qui concerne les gadgets, les bios, tout ce qui est le machin, tout ça, c'est inexistant. Donc, la principale source de revenus, là, maintenant, c'est les recettes de stade. À un certain moment, ici, quand on était dans des clubs, il y a des matchs où on voit ici à Douala, Bamoutos, New Star, où on a les 8 millions, 10 millions, 11 millions, où un club pouvait sortir d'un match avec 4-5 millions. On a vu ça, ça fait pas encore 5-6 ans. Donc, et là, ça peut vous permettre de souffler au moins pendant un mois, 2 mois, quelques journées. Donc, c'est aussi des aspects que on doit beaucoup travailler au niveau de la billetterie. On doit revoir même en Eli One. Parce qu'une fois, j'ai discuté avec certains responsables au niveau CRTC Africa, ils m'ont fait comprendre que c'était des petits stades, c'était des stades de 1000 à 2000. Ouais. Si on met les billets à 1000 francs, on a au maximum dans les 1,5 million. Et vu les charges et tout ça, on peut couvrir. C'est pour ça qu'on va à 2000 pour espérer. Je dis, bon, quand vous allez à 2000, est-ce que vous atteignez même la moitié du stade en termes de recettes? Autant mieux mettre à 1000 et atteindre. Et bon, ils ont dit qu'ils vont travailler dessus. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Oui, il y a beaucoup de paramètres à intégrer. Donc, que la fédération se penche sur le côté Lyon Sport, qui est relégué des divisions, qui va déjà impacter le mécanisme de montée et de descente, annuler tout, que la fédération aussi essaie de réfléchir au niveau de la billetterie, et que cette compétition se passe dans de très bonnes conditions. Les tarifs sont déjà arrêtés. Oui, mais c'est modulable. Bon, prenons un exemple. Vous avez arrêté un tarif, comme le match par exemple d'Union aujourd'hui, Union Faux-Vazu. À peine on avait 50 personnes au stade, à moins que je m'abuse, vous avez des images, à peine on avait 50. À quoi mettre un match à 2000 francs, il y a à peine 50 personnes. Quand on dit 50 personnes, on inclut la presse, hein, on inclut tout le monde. Donc, si on parle même de recettes de stade, je veux bien connaître la recette du match Union Faux-Vazu aujourd'hui. C'est des indices qui doivent interpeller les organisateurs et prendre effet du repli. Parce que les matchs de Lyon, il y a les tickets de 1000 francs, moi, est-ce que je me trompe? Les Lions, les A, quand ils jouent à Yaoundé, le ticket commence à 1000 francs, moi, est-ce que je me trompe? Donc, et à peine on a le stade plein à Yaoundé quand les Lions jouent. Les Lions qui sont en train de performer maintenant, qui ont des performances que tout le monde apprécie, à Yaoundé, on joue, le ticket c'est 1000 francs, mais à peine le plan n'est pas toujours plein. Et des fois, on joue même à des heures après le boulot, mais le stade n'est pas plein. Combien de fois un match championnat camerounais où on demande de payer 2000 francs, vraiment, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'insiste dessus parce que on voit la difficulté que les gens qui aiment le foot arrivent au stade. Pour terminer sur ces questions, en quelques secondes, Maître Biba, vous attendez aussi à des matchs importants, au-delà évidemment des aspects relevés par Djadja Femba. Oui, il a soulevé un point important. J'ai souri quand il a pris l'exemple d'Union, que le stade était presque vide. J'ai directement fait la projection entre Union qui est déjà relégué, qui devait être en position comme les autres équipes pour jouer le play-off, et en mettant le match d'Union qui est peut-être déjà descendu, peut-être je pense qu'on aurait la même physionomie. Déjà que Union n'étant pas
dans les playoffs. Le stade est déjà vide. Donc, il faut essayer de faire en sorte que les gens aillent au stade. Quand vous me posez la question, ce sera des matchs de haute envergure. De l'autre côté, à Yaoundé, vous aurez des équipes comme Union d'Abomba, c'est des équipes qui ont marqué. À Douala, on ne peut pas parler des équipes comme peut-être les anciennes équipes de première division. On a deux aspects psychologiques ici. Le premier aspect, ce sont les équipes d'abord qui se rencontrent, c'est-à-dire qui ont marqué la première division, et maintenant qui viennent refaire surface et non de montrer un peu une seconde, troisième, quatrième déception de ne pas monter en première division. L'autre aspect psychologique, c'est pour les coachs et les athlètes. Ça veut dire que le coach a besoin d'un CV, comme le coach Ernest le disait, et les joueurs aussi ont besoin d'un CV, parce que quand les coachs disent nous avons fait monter l'équipe, les joueurs disent vous venez jouer, c'est nous qui avons fait monter telle équipe. Donc c'est un aspect psychologique commun qui fera en sorte que ces playoffs up et playoffs down aient de l'ampleur, parce que la bataille sera hyper rude quant à la qualité observée au regard des acteurs en présence. D'accord, alors on va rappeler déjà que la première journée des playoffs up et down de la MTN Elite, tous les matchs se jouent dès demain, avec du côté de MAPDP ici à Douala, Tonnerre contre Unisport du Honcam. Ça, c'est à 13h30. À 15h30, Avion Academy sera opposé à Bafmen United. À Bonamoussadi, deux matchs aussi sont au programme. Aigle Royal de la Ménois contre Atlantic Sport Academy de Kribi. Et toujours à Bonamoussadi, Edin Sport Football Club de la Lequier va donc affronter Ngok et Tunja Football Club. Ça, c'est pour les playoffs up. Pour les playoffs down, au centre technique d'Oudza, ça c'est à Yaoundé, le Racing Club de Bafoussam va affronter FC Yaoundé 2. Toujours à Oudza à 13h30. Là, le premier match c'est 11h30. AS FAB de Yaoundé sera opposé à Union Sportive d'Abomban. Et puis, à 15h30, Fovo Club de Baram va jouer contre Isocha of Limbe. Voilà pour les affiches de demain. Il faut absolument aller regarder les différentes rencontres. Une note rapidement avant de terminer pour parler des récompenses. C'est juste pour vous informer que les AJSC Awards sont prévus le 5 juillet, ici même à Douala. AJSC, c'est évidemment l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Les awards sont prévus le 5 juillet. Plusieurs activités annoncées avant, un masterclass avec pas mal, avec un panel aussi impressionnant, des formateurs impressionnants. On aura l'occasion de revenir de long en large là-dessus avant le moment de ces récompenses-là. Sans transition, on rentre dans le débat, la seconde partie de cette émission, et on va tout de suite s'intéresser à ce qui a fait l'actualité aujourd'hui même dans la ville de Douala, voire au Cameroun en matière de sport. C'était le Tour cycliste international du Cameroun. C'était la 7e étape prévue ici à Douala sous forme de critérium dans circuit fermé de 106 kilomètres, mais malheureusement après le tour de reconnaissance, l'Union cycliste internationale, après concertation avec les coureurs, l'UCI a donc décidé d'annuler purement et simplement cette étape à cause de la mauvaise qualité de nos routes. C'est une décision qui n'a pas été très applaudie, ni par les responsables fédéraux, ni par les coureurs, encore moins les spectateurs qui sont venus regarder, assister à cette étape du Tour cycliste du Cameroun, ici même à Douala. On va vous proposer de regarder ce document que nous avons justement apprêté pour vous. Regardez. Avec un drapeau rouge à bord. Ce drapeau rouge départ dans 5, 4, 3, 2,
0, c'est parti pour le tour de reconnaissance. On a décidé d'annuler sa casquette. Merci beaucoup. Et la vraie, merci photo. C'est les coureurs parce que c'est très heureux ce matin. Ce genre avec Priyanka, on gagne on tous les décidé d'annuler, de ne pas. Eh bien, mesdames et messieurs, merci. Ouais, effectivement, nous étions prêts à faire cette étape, mais nous sommes très déçus, mais on va faire comme on ne peut rien faire, vu que c'est les situations, c'est l'état de la route, donc beaucoup des Blancs ont vu que non, c'est pas possible de continuer cette étape à cause de l'état de la route et les vélos coûtent ici sont très coûteux, ça coûte ici très cher, donc ils ne pouvaient pas risquer de casser les vélos. On a dû faire quelques tours pour que la ville constate seulement qu'on est là, mais cette étape a été bien annulée. Donc on se prépare maintenant mentalement pour l'étape de demain. Pendant le tour de reconnaissance, on a vu que la route, l'état de la route n'était pas très bon car il y avait des trous sur certains endroits et sur d'autres places il y avait les pavés, les cailloux, les caillasses. Il y avait des dalettes qu'on n'avait pas recouvertes, que quelqu'un pouvait passer, tape sa jante dans le cou. Beaucoup de places, des dos dans les si violents. Donc, à vue de tout ça, les cyclistes se sont regroupés, ils ont dit que non, ils ne pouvaient pas faire la course d'aujourd'hui. Bon, on prépare d'abord l'étape mentalement, vu qu'on a fait la reconnaissance du circuit, donc c'est tout d'abord mentalement d'analyser toutes les places de la route qui ne sont pas bonnes. Comme l'étape de Douala Kribi, on sait qu'à partir de Edea, quand on vit vers Edea, pour arriver vers Kribi, la route il y a trop de cassés, la route n'est pas bonne, donc on va faire tout pour être devant. Parce que si on n'est pas devant, il risque d'avoir trop de chutes. Si tu es derrière ou bien au milieu du peloton, il risque d'avoir trop de chutes. Donc, on va faire l'effort d'être devant pour éviter d'abord toutes ces cassines. Et puis maintenant, chercher à faire une stratégie de course vers les fins de course. L'étape d'aujourd'hui, c'était espoir. Hein. Chez nous là-bas, c'est comme ça. Ce qui fait mieux, c'est comme ça. Si pour c'était mieux, on voulait faire effort pour faire quelque chose, pour faire vraie victoire. Bon, actuellement, je sais que ça va. Demain, on va faire pour mieux. Voilà, c'est qu'on doit gagner étape. Tout le monde a gagné étape, on n'a pas encore gagné étape. C'est que si on n'a pas encore donné le dernier mot, et demain, on va faire tout possible pour gagner. Nous sommes tellement déçus de cet état de choses. Ça fait 2 fois qu'on annule l'étape de Douala. En fait, on venait aujourd'hui voir ce que Tchenchi allait faire parce qu'il allait vraiment prouver qu'il est fort, il est de Douala. On venait l'acclamer, arroser la victoire finale. Parce que gagner à Douala, il devait gagner jusqu'à Yaoundé. Il reste environ 2 étapes. Nous sommes vraiment déçus. Si vous voyez, tout le monde est rentré un peu dessus, ça ne sert plus à rien de rester. La KMS, on voit les gars rouler tous les jours, moi-même je roule tous les jours. On voulait vraiment voir du cyclisme à Douala, parce qu'avoir le maillot jaune depuis la première étape, vraiment, ça nous donne du feu au cœur. On sait qu'on est un peu fort aussi par rapport au port du maillot jaune, donc on est vraiment déçus. Moi je vous réponds en tant qu'ancien coureur, je suis petit moteur dans ce Cameroun. J'ai beaucoup couru dans le temps. Les routes étaient bonnes. Nous, on courait, on prenait des hautes vitesses ici. Mais aujourd'hui, je ne suis pas contre ceux qui ont eu annulé la course. Je ne me plains de personne. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est parce que si vraiment le vélo se casse ou un enfant perd sa vie, parce que je connais la vitesse du vélo en tant que vieux coureur. Donc moi je trouve que ce n'est que normal qu'on annule ces courses parce que les routes ne sont pas bonnes. Nous sommes vraiment déçus, nous nous posons la question de savoir, pour ceux qui sont chargés de cet événement, de gérer le circuit, est-ce qu'on l'a fait au préalable? Je ne pense pas. C'est quand même triste de voir qu'une nation comme le Cameroun, qui a fait l'épreuve sur tous les plans,
sur le plan en ce qui concerne le sport, qu'on ait une honte comme celle-ci. Moi j'étais tout petit, j'ai vu comment les autres couraient, on courait à Yaoundé, on voyait les Soya courir, les Nkono courir. Ce n'était pas une honte comme celle-ci pour qu'on reçoive les étrangers et qu'on ait cette honte-ci. C'est triste. Vraiment ça nous fait très mal. Nous sommes venus pour encourager nos frères, nos jeunes frères, certains, nos enfants et tout, mais c'est très grave. C'est très grave. C'est une honte. Tout le monde est triste là. Merci d'être venu à nous à la fédération pour avoir la vraie information. En fait, ce matin, les coureurs ont pris l'initiative de faire un tour de reconnaissance avec le commissaire international. À l'issue de ce tour de reconnaissance, les coureurs ont mis pied à terre. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer la compétition. Raison évoquée, dégradation aggravée de la chaussée. Voilà les raisons qui ont été évoquées et le commissaire international et nous-mêmes à la fédération avons eu un échange avec les coureurs. Ils ont estimé que c'était dangereux la chaussée et qu'ils ne pouvaient pas prendre de risque avec une chaussée dégradée comme celle-là. Je devrais dire qu'ensemble, avec le syndicat des cyclistes, nous avons convenu qu'on devait faire 5 tours du circuit, mais cette fois-là sans enjeu particulier. Les coureurs devaient s'entraîner parce que demain il y a une étape qui ira de Douala à Kribi, question de s'entraîner simplement pour garder encore les automatismes pour la 8e étape. Est-ce qu'on se projette déjà sur cette 8e étape? Naturellement, on se projette déjà pour cette 8e étape, mais je dois dire, il faut le dire ici, il est possible que demain également on ait une difficulté. Parce qu'entre Edea et le Batindi, selon certaines informations que j'ai reçues ici à Douala, la chaussée est également gravement dégradée. J'espère que ce n'est pas vrai ce que j'ai eu comme information et que demain on n'aura pas une seconde annulation de l'étape. Alors président, une double question pour terminer. En 2023, il y a une étape à Douala qui a été neutralisée. 2 ans plus tard, une autre étape annulée. Est-ce que c'est dire que tout l'itinéraire n'a pas été revisité? Et puis quelle est la nuance entre les deux termes annulés et neutralisés? Déjà, il n'y a pas de nuance. Annulé et neutralisé, c'est la même conséquence. C'est-à-dire qu'on ne compte pas la course. Elle n'est pas comptée, elle ne donne pas les points aux cyclistes. Maintenant, je dois vous dire que pour faire un tour comme celui-ci, la fédération entreprend de faire une descente sur le terrain 4 mois avant, 120 jours avant. Après la descente sur le terrain, nous saisissons les autorités responsables des routes au Cameroun avec des lettres. Dans le cas d'espèces, nous avons eu l'assurance de toutes ces autorités du Cameroun que les tracés, les parcours qui ont été choisis vont être bichonnés et bien traités pour que la course ait lieu sans difficulté aucune. Nous, à la fédération, on fait le cyclisme. On ne fabrique pas les routes, on ne repart pas les routes. Nous avons confiance aux autorités camerounaises qui font leur travail. La conséquence directe serait peut-être que le tour s'arrête. Peut-être que le commissaire international décide que le tour s'arrête. Mais ça, je ne suis pas commissaire international. Mon vœu, en tant que Camerounais, en tant que président de la fédération, c'est qu'on puisse trouver des issues pour permettre au Tour du Cameroun de continuer. Est-ce que cette annulation va avoir des répercussions sur l'impact de l'UCI, sur l'impact du Cameroun au niveau de l'UCI? Naturellement, c'est des points que nous allons perdre sur le classement Africa Tour, parce qu'il n'est pas élégant de préparer une compétition comme celle-ci et s'entendre dire le jour de la compétition que la route n'est pas bonne, il y a beaucoup de nids de poules, c'est là, c'est pas bien. Vous comprenez que l'UCI va sévir. Nous, en tant que responsables de la fédération, nous travaillons pour que, même si l'Union cycliste venait à sévir, que ce soit à une moindre mesure. Demain, nous allons descendre sur Kribi.
pour ces quelques réactions recueillies ici même ce matin. Douala qui devait abriter la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun, l'étape qui a été annulée. Et, on a eu droit à ce qu'on a appelé à une kermesse. Les cyclistes ont pu faire 5 tours afin d'essayer de comprendre comme compensation, hein, mais le public n'était plus là, n'était plus vraiment aussi engagé comme on l'a vu avant le coup d'envoi du tour de reconnaissance. Alors, Maître Martial Biba, en 2023 déjà, une étape du Tour du Cameroun avait été annulée ici à Douala. 2025, l'histoire se répète. Mais ce que nous devons constater sur le plateau, c'est que ce n'est pas seulement ceux qui viennent de donner leurs avis sur le terrain qui sont découragés. Nous-mêmes, nous sommes découragés sur le plateau parce que c'est notre pays. Après la première étape de Maroua-Moura-Maroua, qui était, je crois, 127,9 km, il n'y a pas eu de problème. Après Maroua, deuxième étape, Maroua-Figuil, je pense 110 km, il n'y a pas eu de problème. Troisième étape, il y avait le tour dans la ville de Garoua, je pense 80 km. Nous sommes allés de maintenant Yaoundé-Bafia, 122,8 km. Après, cinquième étape, on a pris maintenant le circuit le plus court, je pense 38 km, qui était Tonga-Bangante-Tonga. Il n'y a pas eu de problème. On a évolué. Bon, moi, il y a un problème qu'on doit poser sur le plateau, c'est que déjà, c'est normal que les coureurs arrêtent. Les coureurs arrêtent, annulent cette étape et à travers l'intervention de M. Honoré et aussi le président de la Fédération camerounaise cycliste qui a eu le rapport des coureurs et a fait une réunion de concertation avec la présidente du jury des commissaires de course, Paulo Martins, qui elle-même expérimentée a eu à superviser des tours, par exemple Paris-Nice, des tours, par exemple, Tour de Sao Paulo au Brésil, et qui arrive au Cameroun pour maintenant superviser le Tour cycliste international du Cameroun à travers le respect des standards maintenant de l'Union cycliste internationale. Donc quand on arrive à ce niveau, et que les coureurs eux-mêmes se plaignent, parce que généralement, on a souvent des raisons peut-être infondées, on constate seulement que non, ça a été renvoyé. Nous n'avons pas un peu les raisons, mais les coureurs eux-mêmes ont arrêté. Ça veut dire que l'étape a été annulée sur le plan purement, simplement technique. L'administration prend le relais et nous devons aussi savoir que les sportifs en général et les coureurs en particulier, il y a ce qu'on appelle la sécurité physique d'abord. Ça veut dire que si les routes ne sont pas en bon état, il n'y a pas de sécurité physique. Les gars peuvent se blesser, il y a des luxations, il y a des fractures et puis il peut y avoir des morts. Il y a la sécurité socio-émotionnelle. Si elle n'existe pas, il ne peut pas courir. Il y a la sécurité psychologique, il y a la sécurité même environnementale ou culturelle. Donc quand ils viennent en dehors, qu'ils veulent maintenant brandir des étapes, ils sont là pour maintenant étudier la situation géographique du pays. Quand ils vont rentrer, quand le tour cycliste va finir, quel est le message, le discours qu'ils auront quand on a dans ce pays des Allemands, des Polonais et peut-être des Hollandais qui sont là pour venir maintenant rehausser l'image et apporter l'impact pour ce tour. Et la présence, c'est encore grave, la présence de Paulo Martins dont je venais de citer, le rapport sera comment? M. Honoré aussi a dit que ça va impacter parce qu'on ne sera pas tel. Et pour terminer, la question qu'on se pose, et problème d'anticipation. Moi, j'ai un problème d'anticipation. C'est-à-dire que quand on est en train de faire les autres étapes, et en sachant qu'on aura l'étape de Douala, est-ce qu'il y a une commission technique, est-ce qu'il y a une commission peut-être sur le terrain de pouvoir étudier comme on avait fait, vous avez parlé de 2023, on a vite, excusez-moi le thème, ça me fait rire, on a vite fermé les nids de poules avec, comme on a Pujolan, on a dit courir. Et puis, le problème, c'est que quand on a fermé à la veille, le lendemain avant la course, au milieu de la nuit, il a plu, ça a ravagé, ça a encore enlevé tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on soit sérieux parce que ça, c'est une discipline qui a apporté une autre philosophie dans le monde entier, surtout quand je me rappelle du premier tour cycliste sur route en 1868 au port de Paris. Et ça a donné aussi maintenant une autre vie des autres tours comme
le Tour de France qu'on appelle la Grande Boucle, comme le Tour d'Italie qu'on appelle le Giro, bien le Tour d'Espagne qu'on appelle la Vuelta. Il y a des techniciens, il y a des administrateurs et il y a des professionnels sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas encore une certaine cohésion, une certaine étude de faisabilité, je ne sais pas s'il faut lancer la course ou bien il faut la lancer pour que les responsabilités soient partagées et qu'on dise nous ne fabriquons pas les routes, les coureurs sont venus là, c'est au gouvernement de pouvoir nous donner les routes et qu'on mette notre organisation en place. C'est quand même le président a tenu à dire, il a eu toutes les assurances, voilà, que tout était prêt par rapport au circuit, etc. Je vous vois sourire, Tchadja Fouba. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez voilà, suivi que l'étape, la 7e étape à Douala a été annulée? Bon, je souris parce qu'on a les mêmes problèmes au même moment. Allez, au même moment, à la même période, on a les mêmes problèmes. Donc, je vais faire un petit parallèle. Comme il y a une boulangerie, qui à chaque heure, il y a toujours pénurie de pain, depuis au moins 15 ans, 10 ans. Il y a toujours la même pénurie de pain à la même heure, à la même minute. C'est pour dire quoi, si il y a cela 2 ans, on a eu à annuler à Douala et que maintenant on tombe sur la même sanction, ça veut dire qu'on n'a pas appris de nos erreurs. Et au niveau international, ça ne ment pas. Peut-être il y a cela 2 ans, on nous a caressé dans le sang du poil, mais cette fois-ci, on sera vraiment bien sanctionné. Parce que la difficulté, c'est quoi? Lorsqu'on a une compétition internationale, il y a des normes à respecter. Ce n'est pas nos compétitions nationales. Au niveau national, on peut faire comme on fait souvent, jongler comme on jongle là, et puis on accepte tout. Mais au niveau international, il y a des normes. Et des commissaires qui arrivent, des représentants de la Fédération internationale de cyclisme qui arrivent, ou des fédérations internationales qui arrivent pour couvrir ces compétitions, viennent avec une certaine rigueur. Et cette rigueur est applicable pour toutes les étapes de la compétition et à tous les niveaux. Le petit détail est pris en compte. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'on ait au moins un plan A, un plan B, un plan C. Je n'ai pas rien à l'administration camerounaise. Ça veut dire qu'on aurait eu un circuit A, un circuit B, un circuit C. C'est-à-dire que le circuit A est peut-être ce qu'on a présenté. Et qu'au cas où on n'arrive pas à boucher les nids de poules, qu'on ait un circuit B. Qu'on ait au moins un circuit B. Il y a quand même ce qu'on appelle le livre des routes, le livre de la route qui est quand même publié bien avant. Oui, je ne dis pas non, mais même si c'est publié bien avant, vous pouvez motiver votre volonté à dire à l'Union internationale de cyclisme que, vu la conjoncture, on peut avoir une proposition de 1 ou 2 circuits. On peut vous l'accepter. Pour ne pas annuler l'étape. Oui, pour ne pas annuler l'étape. Au cas où, au mois M, le circuit prévu, puisqu'il y a la reconnaissance. Ça veut dire que, avant que la reconnaissance se fasse, dans la nuit, ceux qui ont dit qu'on pouvait faire savaient qu'on ne pouvait pas faire. Et là, on pouvait faire la reconnaissance sur le circuit B. Si les coureurs font la reconnaissance circuit B ou circuit C, voilà, ils reviendront dire qu'on peut, courir. Parce que je crois quand même qu'il y a une année, on a plutôt pris le circuit de feu rouge, école publique, Palais de Condé, de Coty, Carrefour, Agi, feu rouge. Je crois qu'ils ont fait quelque chose comme ça une année. Ils ont fait ça. Et c'est un circuit qui est vraiment acceptable. Parce que là, c'est un circuit que c'est au moins acceptable. Pourquoi ne pas penser à ce circuit? Une fois, on est allé plutôt du côté de Douala 3e. Donc, il y a des circuits qui sont acceptables. Donc, on devait penser à cela. Au cas où ceux dont on pronostiquait, quitte à ce qu'on présente 2 circuits et on motive que, vu l'évolution, au cas où on n'a pas fini de boucher les nids de tout, on pourra aller. Mais là, c'est toujours lamentable. Ça ne fait pas une bonne image du Cameroun parce que, au-delà du cyclisme, c'est le tourisme. Il faudrait aussi noter, c'est le tourisme camerounais qui prend un coup. Parce que là, il y a des gars, il y a des personnes qui viennent couvrir le tourisme pour le tourisme. Et c'est des entrées d'argent qu'on paie. Parce qu'on néglige l'aspect économique même du coup du tout cyclisme camerounais. Il y a un enjeu économique. Parce que quand vous découvrez la ville de Douala, c'est des touristes qui arrivent, c'est des visiteurs, ça fait la publicité de la ville, ça fait la beauté. Regardez l'image. Tous ceux qui avaient prévu venir, nous sommes en congé. Nous sommes en été, comme on dit, nous sommes en congé, les grandes vacances. Il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu venir voir la ville de Douala. Mais on vous fait comprendre qu'il n'y a pas de route à Douala. Est-ce que vous pouvez venir dans une ville où il n'y a pas de route? Et c'est l'image qu'on va retenir de Douala, que Douala n'a pas de route. Alors qu'on pouvait
éviter cela. Ça fait quand même mal qu'on sait que le tour cycliste a commencé au nord. Je crois que ça fait 5 ou 6 jours, 7 jours. Mais on a quand même eu 7 jours. Même si on va me dire sur le plan technique, on ne peut pas... mais quand on modifie le circuit, quitte à ce qu'on paye des pénalités parce qu'on a modifié le circuit, parce que tout est faisable. Quitte à ce que peut-être ceux qui maîtrisent mieux les règles de l'Union internationale, peut-être il y a des pénalités si on modifie un circuit. Pour ne pas couper la parole, par exemple, l'étape Tonga-Bangante-Tonga était à 38 km. Par exemple. Par exemple. Donc, quitte à ce qu'on modifie le circuit et on nous propose un circuit acceptable pour qu'on puisse quand même... Douala, c'est une ville de sport. Oui. On a quand même connu les Ngopan Simon, on a connu les Zeke Merlin, on a connu des grands coureurs au niveau de la ville de Douala. Notre entraîneur, Foka Lucas. Foka Lucas. On a connu beaucoup de gars dont on se rappelle quand on parlait... Ici, Kono, tout ce monde. Donc, Douala, quand même, quand Douala est privé du sport au Cameroun, ça fait mal. Parce que Douala, quand même, c'est la base de beaucoup de disciplines sportives. Mais comment donc rattraper? Parce que c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois qu'une étape. Mais là, il faut établir les responsabilités. Est annulée à Douala. Est-ce qu'il faudrait peut-être que la fédération se passe de la ville de Douala dans son circuit, ce qui mais là, il faut quand même dommage. Il faut établir les responsabilités. Les responsabilités, c'est dans quel sens? Le président de la fédération de cyclisme, comme le cyclisme a dit, ils ont adressé des courriers aux autorités compétentes pour la disponibilité des routes. Quelles sont les autorités compétentes pour mettre à disposition des routes? Alors là, il faut savoir, est-ce le ministère des Travaux publics? Est-ce le ministère de l'administration territoriale? Parce que si on dit le gouverneur, c'est le ministère. Maintenant, il faut établir donc les responsabilités. Lorsque la Fédération camerounaise cycliste, peut-être aurait dû mieux nous en dire à qui est-ce qu'il a adressé le courrier. Est-ce au gouverneur de la région du littoral? Est-ce au ministre de l'administration territoriale? Est-ce au ministère des Sports? Il faut établir donc les responsabilités. Ceux qui n'ont pas fait le travail, qu'on sache, qu'on nous dise que lorsqu'on veut organiser une compétition pareille, les routes doivent être mises à disposition, c'est-à-dire le gouverneur, parce que j'ai vu le gouverneur, là, lors de la cérémonie d'ouverture du départ, ça veut dire que le gouverneur, en tant que patron de la région, devrait s'assurer que les routes sont disponibles. Donc, il devrait même faire une descente, même 2 ou 3 jours avant, sur le circuit prévu, pour palper lui-même les réalités. Parce que la difficulté aussi à Douala, c'est que tous nos dirigeants là, il y a des routes, il y a des chemins qui peuvent même faire 10 ans et n'empruntent pas. C'est ça aussi la difficulté. Il y a des chemins que quelqu'un peut être gouverneur à Douala, il fait 10 ans, il n'emprunte pas. Donc lui, il ne sait même pas qu'il y a un nid d'oiseau, bien un nid de poule. Mais lorsque vous avez une responsabilité de recevoir le monde entier chez vous, vous devez vous faire violence. Donc les autorités compétentes devaient se faire violence. Même une semaine, 1 mois, plus il a dit 120 jours. Donc il devait faire une descente quotidienne pendant ces 120 jours sur le circuit qui a été arrêté et voir si c'est faisable. Avec les Dodan. Avec tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi on peut d'abord mettre un circuit où il y a les Dodan. D'abord en voiture, c'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant vous voulez mettre la vitesse et vous devez être ralenti par un Dodan. Et même les pavés, à moins que je me trompe, c'est pas évident de faire le cyclisme sur des rues qui ont des pavés. Parce qu'elle n'est pas fluide. Les pavés ne sont pas fluides. Parce que pour faire quand même, il faut qu'il y ait une fluidité pour que la roue puisse donc vraiment que les responsabilités soient établies et qu'on essaie d'honorer la ville de Douala. Parce que notre ville, Douala, c'est une ville qui compte en matière de sport au Cameroun et dans le monde entier. Parce que Douala a tout donné au Cameroun dans toutes les disciplines sportives. Et Douala être rabaissé de la sorte, nous ne l'accepterons pas. Alors, Ernest Mabouka, on sent toute la peine dans les propos de Tchadja Fumba. J'imagine aussi que c'est le même état d'esprit au vu de ce qui s'est passé ce matin. Je crois qu'il a tout dit. Je le rejoins par rapport à ce qu'il a dit. En dernier, c'est l'État. Un cycliste ne peut pas rouler quand même sur les pavés. Il faut voir que peut-être l'itinéraire qu'on a pu donner,
Les pavés qui étaient l'année dernière, qui étaient bien, se retrouvent maintenant que le sable qu'on a mis entre les pavés ne se retrouve plus là. Et la vitesse d'un cycliste, quand même, si on donne la vitesse d'un cycliste qui se retrouve en train de passer sur les pavés et que le sable le traîne, quels sont les dégâts sur le plan médical, sur le plan technique? Est-ce que, arrivé à ce stade-là, je dois ralentir? C'est pas comme une voiture. Et les roues des vélos ne sont pas comme les roues des motos. Il faut voir combien de fois sur nos routes à pavés, nous qui sommes au-dessus de la moto, comment le corps réagit. Et ça pousse même aux gens de ne pas durer longtemps parce que quelque part, les pavés qu'on a mis 2 ans passés, on n'est pas passé avec le coup de balai du sable pour essayer de compléter un peu les nids de poules qui sont en train de se faire. Donc pour moi, je dis, comme a dit Tadja Femba, l'organisation internationale et le président de l'Africa Cycliste lui-même sûrement n'a pas pu ne serait-ce que passer sur l'itinéraire qu'ils ont choisi eux-mêmes. Parce que s'ils passaient sur cet itinéraire, déjà au 6e, ils devaient leur dire que nous n'allons pas à Douala. N'allons pas à Douala. Parce que quand vous avez une compétition internationale, il y a quand même le minimal. Il y a quand même les kilométrages qu'on aimerait qu'un cycliste puisse faire pour ne serait-ce que s'évaluer avec les autres. Mais si à ce niveau, depuis 2023, et nous sommes en 2025, rien n'a été fait, dites-vous que Douala ne pourra plus ne serait-ce qu'avoir surtout des cyclistes internationaux. Pourquoi? Parce que tous les routes de Douala sont en train d'être recouvertes par les pavés. Toutes les grandes routes de Douala sont en train de se faire recouvrir. C'est les pavés qui peuvent ne serait-ce que marcher à Douala. Est-ce qu'il est possible d'enlever les pavés et de mettre les nouveaux pavés qui pourront faire en sorte que le cycliste puisse ne serait-ce que rouler? Impossible. Ça, c'est un budget. Donc, c'est pour dire que ceux qui pensent à pouvoir faire circuler le tour international sur Douala doivent réfléchir encore avant le prochain tour. Vous êtes en train de suggérer que Douala soit peut-être annulé mais puisque du parcours, Didi, à chaque fois, à toutes les routes de Douala, nous allons retrouver les pavés. Nous allons retrouver les pavés. Ou, si vous regardez la route qui va vers Bonamoussa, on est en train de remettre encore les pavés. Et que le goudron qui était là n'est plus là. Donc c'est pour vous dire que, quel est le circuit que nous allons trouver à Douala qui n'a pas de pavés, qui a le goudron, qui est lisse pour ne serait-ce que faire courir ces cyclistes. Il faudrait qu'eux-mêmes essayent de travailler sur ça, de trouver un circuit où ce circuit sera seulement couvert de goudron. Pour ne serait-ce que faire en sorte que Douala puisse ne serait-ce que revivre le tournoi international. Alors peut-être pour sortir de ce sujet, maître Martial Biba, on sait que depuis le début de ce 21e tour cycliste international du Cameroun, le maillot jaune est camerounais et c'est Boris Tientu qui aborde ce maillot jaune depuis Marois. Il va rester pratiquement 3 étapes puisque la compétition finit dimanche du côté de Yaoundé. Donc il y a encore quelques jours à tenir pour pouvoir conserver ce maillot jaune jusqu'à la fin de cette compétition. Alors quand on vit un peu ce qu'on a vécu aujourd'hui pour un athlète qui aurait peut-être profité aussi pour continuer comme on dit, de creuser l'écart, pourquoi pas, et sécuriser davantage ce maillot jaune là, comment est-ce qu'on peut encore se préparer pour maintenir son objectif jusqu'à la fin? Mais vous avez dit qu'il manque encore ces 3 étapes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de malheureux. Bon, je ne sais pas. On annule, on continue à terminer avec les autres étapes et on peut maintenir toujours le maillot jaune. On ne sait pas. En annulant l'étape d'aujourd'hui, les résultats restent. Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis qu'il y a quelque chose de malheureux, bon, ça veut dire qu'on annule l'étape de Douala.
et les quelques étapes qui restent ont pris de maintenir sur le maillot jaune. Mais je pense que pour un coureur professionnel, il ne prie pas pour que les étapes soient annulées pour qu'il reste avec le maillot jaune. Il aimerait battre son propre record. Il aimerait faire mieux que ça. Donc, il faut que les gens essaient d'encadrer les sportifs. Ça veut dire qu'il faut qu'ils encadrent les sportifs sportivement, avec l'esprit sportif. Et vous voyez, le coach Ernest parlait des dos d'âne et autres. J'ai pensé d'abord au grand tour que j'ai cité, où les coureurs sont même souvent en train de tomber, de glisser. Là-bas, les routes sont excellentes. Combien de fois ici, donc, ils ont eu tellement le courage, et moi j'ai apprécié ce courage, de ne même pas commencer la course. Parce qu'ils sortent directement de du championnat d'Afrique au Bénin. Je pense qu'ils étaient là-bas, ils ont fait tellement, ils ont eu une bonne prestation, ils ont vu des routes là-bas. Quand ils arrivent, ils font le tour de reconnaissance. Et c'est une bonne philosophie pour une discipline pareille qu'avant de lancer vraiment le championnat, il faut faire un tour de reconnaissance. C'est pas comme les autres disciplines. On comprend qu'il y a l'exigence. Oui, il y a une exigence et c'est une bonne chose. S'il n'y avait pas de tour de reconnaissance, c'est que nous restons peut-être, si l'équipe du Cameroun a 10 coureurs, c'est que nous restons peut-être avec 3 coureurs, 7 sont à l'hôpital. Mais maintenant, c'est mieux de protéger tous ces coureurs quand ils font vraiment un tour de reconnaissance. Et vraiment, quand M. Femba parlait des responsabilités, il faut que les responsabilités soient partagées. Pourquoi? Parce que Douala est annulé quand les autres villes ont terminé les étapes sans problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un mauvais choix. Je ne sais pas comment la ville de Douala peut être annulée quand les autres villes, il n'y a pas eu de bobo. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les autres villes ont des routes, ont des bons circuits, plus que les routes de Douala, plus que les circuits de Douala. C'est ce que ça veut dire. Moi, je voulais ajouter quelque chose, Dédé, pour chuter. C'est que le cyclisme se passe sur le plan technique en équipe. Ça veut dire que comme nous avons le maillot jaune maintenant, il faut protéger ce maillot jaune. Ça se passe avec des courses de relais. Ça veut dire qu'au niveau, pour garder le maillot jaune, nous devons protéger le maillot jaune en se disant qu'au niveau des montées, celui-ci est plus fort. Il faut donc l'encadrer. Ça veut dire qu'amener le champion qui a le maillot jaune à pouvoir ne serait-ce que suivre le rythme. Il y a des gars qui sont des sprinteurs. Les sprinteurs, c'est est-ce que le maillot jaune que le Cameroun a jusqu'à ce jour-ci, c'est un bon grimpeur ou c'est un bon sprinter? On doit l'encadrer. C'est pour cela qu'un de ces coureurs a dit que nous devons être toujours devant sur la route de DA. Parce qu'il ne faudra pas qu'on se retrouve dans le peloton. Parce que dans le peloton, tout le monde se cherche pour essayer de doubler. Donc, c'est un jeu technique, c'est trop technique. Il y a le risque que l'athlète tombe, etc. Bon, voilà, effectivement, il faut couvrir ça. Pourquoi? Parce que avec la pression de maintenir le maillot jaune, parce que Boris Michel Tchenchu a donné le temps, il faut qu'on garde vraiment ce sacre-là, il faut qu'on garde ce sacre. Et avec cette pression, ils peuvent eux-mêmes se faire mal parce qu'ils veulent maintenir le maillot jaune. Or, pour ne pas se faire mal, il faut qu'on trouve un bon circuit. C'est le bon circuit qui pourra déterminer maintenant la performance de nos coureurs. On a suivi le président de la FECA Cyclisme, même Douala Kribi, il est un peu sceptique. Et ce qui est d'abord amusant, c'est que, sauf si j'ai mal suivi, il a dit je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est lui qui vient de le dire. Quand il dit je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'a pas inspecté. Alors on ne va pas lui dire, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on verra. Non, il faut inspecter, il ne faut pas qu'on dise que je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont travaillé toute la nuit pour essayer de couvrir, et puis la pluie, il va pleuvoir cette nuit. Ou pas du tout, coach. Essayons de voir, essayons de prier. Voilà un peu pour ce qui s'est passé ici à Douala lors du Tour cycliste international du Cameroun. Évidemment, les athlètes sont encore dans la cité économique et demain, ils doivent prendre part à la 8e étape de ce tour, Douala Kribi. Le départ est prévu avant 11h. Et évidemment, les cyclistes doivent rallier la cité balnéaire de Kribi
vendredi, ce sera le repos et le lendemain, ils vont reprendre la route avec l'arrivée à Yaoundé prévue donc dimanche prochain. Avant de refermer cette émission, coach Ernest Mabouka, fenêtre FIFA, on parle de football. Le Cameroun a participé au tournoi de Marrakech. C'était au Maroc. 2 matchs amicaux étaient au programme. Une large victoire quand même pour le Cameroun, 3-0 face à l'Ouganda. Et puis en match nul, face à la Guinée équatoriale. Pour vous, quel bilan est-ce qu'on peut faire de la participation camerounaise dans ce tournoi? Bilan positif, Lydie, parce que quand vous arrivez dans un tournoi, un match gagné, ça fait 3 points, un match nul, ça fait 1 point. Et ce qui veut dire que si 6 points, le Cameroun a pris 4 points, c'est un bilan positif. Bilan positif aussi pour la Fédération camerounaise de football et les amoureux de football. Parce que ceux qui partent dans tous les stades de dimanche ont vu quand même les athlètes camerounais. Ça veut dire que les joueurs camerounais jouant le championnat et MTL Elite 1, ceux qui ont été formés par l'ANAFOOT se retrouver à l'équipe nationale à prime. Et pouvoir ne serait-ce que faire du travail qu'on leur a donné de faire. Parce que quand vous regardez un peu les interviews du coach Marc Brice, il a été surpris et il est content de ces jeunes qui ont retrouvé la tanière, qui ont pu ne serait-ce que montrer ce qu'ils ont dans les pieds. Quand vous regardez un gars comme Florent Batum, on dit félicitations à ce jeune garçon parce que l'année dernière j'ai été avec lui dans la Dynamo de Douala. Il s'est séparé dans la Dynamo de Douala sur une réunion où on a pensé qu'il ne pouvait pas aider la Dynamo de Douala. Et c'est ce Batum qui pose des problèmes à la Dynamo de Douala contre Colombe de Samidja et Lobo. Souvenez-vous du match Colombe de Dja et Lobo Dynamo de Douala où Batum a, je peux te dire que molesté les 3 défenseurs camerounais parce que nous avons de la Dynamo de Douala. Donc c'est pour vous dire que ce jeune garçon a du potentiel et on leur a donné de la chance. Le jeune garçon de Gazelle, qui est l'un des débuteurs du championnat camerounais qui s'est retrouvé là. Je crois que ça a été positif pour le staff, où nous avons vu l'entraîneur Marc Brice aussi communier avec ses assistants pour ne serait-ce que laisser ces querelles-là que les gens pensaient. Et ceux qui lisent le football et ceux qui lisent les réformes dans le football, la CAF insiste, il n'y a pas d'assistant assis au banc de touche par rapport à ce que les gens disent tous les jours dans les médias. Il n'y a que l'entraîneur adjoint qui doit s'asseoir au banc de touche. Ça veut dire que dans le contrat du Congolais, Mununga, il a signé son contrat comme assistant du coach Marc Brice. Donc, laissons les querelles, laissons ces choses-là que nous ne connaissons pas. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football a sorti une notification où nous voyons aujourd'hui les entraîneurs qui seront assis au banc de touche doivent avoir la licence ACAF. Et ceux qui ont signé des contrats, qui n'ont pas encore fait de licence, ils ont 2 ans qu'on leur a donné pour se reformer, donc arriver au niveau. Donc nous devons dire merci et nous sommes en train de voir aussi la CAF aujourd'hui signer avec l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il y a encore des réformes qui vont entrer en jeu. Donc essayons de trouver cette équipe qu'on voit toujours au niveau de l'équipe technique, aller plus soudée pour ne serait-ce que gagner. Moi je dis félicitations à cette équipe technique parce que je connais, j'ai des collègues comme David Pagou, nous avons fait la licence à CAF ensemble, comme M. Martin Tongopile qui a été notre instructeur, qui est instructeur CAF, et Kameni qui est entré aujourd'hui dans le coaching. Je dis merci et je dis bonne continuation. Ce tournoi a été positif parce que nous avons occupé depuis des années, nous avons essayé de se rattraper pour faire le tour. La journée FIFA de ce tournoi. Absolument. Tchadja Femba, c'est la même lecture, bilan positif de la participation des Lions à Marrakech. Oui, sur le plan sportif, quand même, il y a eu des avancées. On a toujours évoqué cette problématique de la profondeur du banc de touche de Marc Brice.
On a comme l'impression que Marbis a 12 ou 13 joueurs sur lesquels il compte et à partir du 13e joueur, il avait tendance à s'être égaré. La preuve, les remplacements que Marbis a opérés depuis qu'il est à la tête des Lions n'ont pas toujours apporté des solutions optimales. Et on a vu même des remplaçants remplacés dans certaines rencontres. Donc on a constaté que Marbis avait un problème de profondeur. Après son 11 ou ses 12 joueurs sur lesquels il mise, il avait des difficultés sur les choix de substitution. Ce pareil tournoi l'a permis d'avoir ces choix de substitution. Je pense que Marbis là, il a au moins 5 ou 6 qui va compter pour aller au moins 18 joueurs. Parce que lorsque vous faites une compétition de 23, vous devez avoir au moins 18 ou 19 joueurs sur lesquels vous comptez. Parce que généralement, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est à moins de 21, minimum 21 jours de compétition. À moins 21 jours de compétition. Et là, vous devez avoir une profondeur au cas où vous devez avoir au moins 15, 16, 17, 18 joueurs sur lesquels vous comptez effectivement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et je pense que ce tournoi a permis à Marbis de puiser ces 6 joueurs qui cherchent. Et là, il y a quand même des doublures qui peuvent substituer ces joueurs ou alors amener à rester dans le même projet de jeu. Parce que quand Marbis opère des remplacements, on constate que le projet de jeu des Lions prend un coup. Donc on constate qu'on n'est plus dans la même philosophie, il manque un peu de fluidité, donc c'est cette profondeur qu'il est en train de travailler. Quand vous voyez l'évolution de Marbis, vous sentez qu'il cherche des profondeurs, il cherche des substitutions pour pouvoir faire une équipe assez solide. Bon, maintenant, entrer encore dans la polémique comme le coach veut faire, assistant adjoint, ça va pas... Il ne veut pas faire la polémique, il parle d'un fait. Non, je dis un fait. On l'a constaté aussi. Bon, oui, mais on est quand même dans le football. On sait quand il apprécie. On est quand même dans le football et on sait aussi que lorsque vous n'animez pas des séances d'entraînement, il est difficile pour vous de manager un match. Non, pas du tout. Non, je dis, lorsque vous n'animez pas une séance d'entraînement, selon la déontologie de l'entraînement... Je vais vous parler d'un cas. Bon, permettez-moi de finir. Non, attendez. Je vais vous donner la parole. Non, je pose d'abord la règle. Permettez-moi de poser la règle. Selon la déontologie de l'entraînement. Non. Permettez-moi de poser, même si elle est erronée, selon la déontologie de l'entraînement. Mais selon la déontologie de l'entraînement, lorsque vous n'animez pas les séances d'entraînement, il est pour vous difficile de manager les joueurs que vous n'avez pas entraînés. Ça, c'est la déontologie de base. Lorsque vous commencez tout stage, même d'éducateur, on vous fait comprendre cela. Vous n'avez pas animé les séances d'entraînement. Et par respect de la déontologie de l'entraîneur, vous ne pouvez pas manager les joueurs que vous n'avez pas entraînés. Là, c'est le principe. Maintenant, si vous voulez me dire que ce que je dis est faux, je vous le concède. Bon, maintenant, je vais vous le dire donc. À Manchester United, celui qui était l'entraîneur des attaquants était Benny McCarthy. Vous avez bien dit entraîneur des attaquants. Écoutez bien. Non, vous parlez d'animation dans le football. Non, je parle... Attends un peu, je vous dis quelque chose. Oui, allez-y. Vous parlez d'animation dans les séances d'entraînement. Par exemple, oui. Ok. Oui. Dans les séances d'entraînement, qu'est-ce qu'on parle d'animation? Offensive, défensive? Écoutez, parce que c'est là où on voit la cohésion. Dans des clubs professionnels, et ce que vous n'avez pas encore vu en Afrique. Je crois que vous avez vu ça au Cameroun, mais pas en Afrique. Moi, je vous parle d'un club où j'ai été entraîneur en Afrique du Sud. Nous avons eu des entraîneurs, animateurs, assistants, qui animent des séances d'entraînement. Animer seulement les séances d'entraînement sur le plan défensif et sur le plan offensif. Vous comprenez un peu? Mais qui n'ont jamais été assis au banc de touche. Vous comprenez un peu? Vous confondez. Oui, non. Non, on confond, on n'est pas sur le même cas. On n'est pas sur le même cas. Je reprends. L'entraîneur... Donc on peut dire... Non, il y a une précision. L'entraîneur des attaquants vient animer la séance offensive coordonnée par l'entraîneur qui est sur le terrain. Non, l'entraîneur des attaquants n'anime pas une séance d'entraînement. Quand l'entraîneur qui l'a coordonné d'animer la phase offensive n'y est pas. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Dans le cas d'espèce, vous savez, permettez un peu. Dans le cas d'espèce des Lions indomptables,
Non. Cet entraîneur Parlons assistant. pas des Lions. Non. C'est ce que vous avez évoqué. Parlons du football. Non, c'est ce que vous avez évoqué. Non, c'est ce que vous avez évoqué, coach. On est en fin d'émission. C'est ce que vous avez évoqué, le cas des Lions. C'est le cas des Lions que vous avez évoqué et où j'ai dit je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Parce que dans le cas d'espèce, l'entraîneur assistant anime les séances d'entraînement. Contrairement aux entraîneurs adjoints qui n'animent pas ces séances d'entraînement. L'assistant ne s'assoit jamais. Mais permettez-moi, non, on parle de la déontologie. Dans la déontologie de l'entraînement, vous êtes entraîneur. À ce moment-là, Tchadja Fouba, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire ceci. Ça veut dire qu'en principe, lorsque vous animez les séances d'entraînement, il est plus aisé pour vous d'être sur le banc qu'un entraîneur qui n'a pas animé la séance d'entraînement qui se retrouve sur le banc. Là, c'est la déontologie. Si vous refusez ça, vraiment, j'ai peur. Qu'est-ce qui donne l'accréditation à M. Mononga? Mais il y a des qualifications. Non, c'est le contrat, s'il te plaît. Non, permettez-moi. C'est pas les qualifications. Avant mais c'est que vous ne connaissez pas. Avant le contrat, non, permettez-moi. C'est que vous ne connaissez pas. Et un des plus beaux contrats du monde. Lorsque vous n'avez pas la licence, vous n'avez pas la licence qualifiée pour être sur le banc, vous serez jamais sur le banc. Au-delà du contrat, la fédération, la CAF ne reconnaît pas les contrats, ne gère pas les contrats des fédérations. La CAF gère les licences. Est-ce que vous avez la licence qui vous permet d'être au banc du niveau? Monsieur Tadja, non. Je vais vous dire quelque chose. Sur le côté technique, et c'est ce que vous ne connaissez pas, sur le côté technique, quand vous signez un contrat et qu'on vous a donné le nom d'assistant, vous n'avez pas le droit. C'était dans le 1980-2000. Maintenant, là, vous n'avez pas le droit de vous asseoir au banc de touche. Vous devez connaître ça. Ça veut dire que ne venez pas ici. Permettez. Non, je ne vous permets pas. Si on permet la clarification, si on revient en termes anglais, assistant et adjoint, c'est quoi en anglais? De quoi? Assistant et adjoint. Assistant coach. Et adjoint. Head coach et assistant coach. Vous comprenez? L'anglais n'est pas comme le français. Voilà, je viens donc. L'anglais n'est pas comme le français. N'interprétez pas mal les merci beaucoup. Vous clarifiez en français. Je n'ai pas parlé en français, vous vous égarez. Je parle de la CAF. Assistant et on va continuer après. Réalisé par Eric Gando. Merci à Zipierre au son et à Nono Fetier derrière les caméras. Merci à vous, amis sportifs. À la semaine prochaine. Au revoir.